Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast, 3e prise. Cette fois j'ai bien allumé Elena. Bonjour Elena. Super, bonjour. J'avais oublié de t'allumer 2 fois. Oui, j'ai bien remarqué. Super. Bonjour étagère, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, merci beaucoup. Bonjour Mage. Oui, salut. Ah, c'est juste comme ça, un salut. C'est la 3e prise, donc oui, au bout d'un moment... Oui, c'est ça, il pourrait te dire qu'il va bien, mais quelque part l'émotion n'est plus la même. Exactement, il a épuisé. Pas, oui, effectivement, c'est la 3e prise, donc au bout d'un moment... Et la liste bonjour, de tous les saluts est épuisée. Oui, bon excusez-moi, hein, désolé, c'est des choses qui arrivent. Cette semaine, donc, on va peut-être commencer directement par le bilan sur les chapeaux de roue, tant qu'à faire, parce que je sais que vous êtes aussi là pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Eh ben rien, en fait. Si, t'exagères. J'exagère. On a fait des trucs, mais il le voit pas. Si, il y a quand même la review d'étagère sur Ilix ou Ilix? Oh, tu peux dire Elix, moi tu sais, je dis Elix aussi. Moi, Ilix 1 and 2, parce que les deux sont liés un petit peu. Donc t'as fait, qui a un peu surpris tout le monde d'ailleurs, qu'il soit traité. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça, c'est un RPG indépendant au style surréaliste et on en était à un stade de surprise populaire qu'il y a des gens qui disaient « Ouah, t'es le premier francophone que je vois en parler !» Je crois qu'il y a Pseudolesque qui en avait déjà parlé une fois. Oui, c'est possible qu'il y ait Pseudolesque qu'on ait déjà parlé, mais c'est un RPG qui rentre dans cette case on est là, on fait un jeu un petit peu étrange, mais ma foi fort sympathique. Il est basé sur des promesses de gameplay somme toute assez classiques. C'est un jeu que je trouve formidable, qui brille par sa direction artistique bien sûr, mais qui a quand même quelques qualités en dehors de ça, et j'en parle dans la vidéo. Oui, pour un coup qu'on a un jeu qui ne cite pas du David Lynch ou du Dark Souls ou je ne sais quoi encore, tant mieux quelque part. Oui, mais on y reviendra. À moins que vous voyez David Lynch dans l'intégralité des choses surréalistes, mais enfin, c'est bizarre là. Vous avez une obsession, et ce n'est pas ça. Formation professionnelle. Oui, petite déformation. Ouais. Nous avons fait aussi quelques petits TikTok, quelques petits Reels, quelques petits, non pas shorts, mais des comment on appelle ça? Des Dailymotion? Des formats courts. Oui, mais comment est-ce qu'on appellerait? Des daily cours. Des daily cours. Wow. Ouais. On a fait des daily cours sur Dailymotion parce que oui, c'était officiel aussi. Cette semaine, c'est relancé Dailymotion, figurez-vous. Alors, pas la version site internet qui n'a pas changé fondamentalement, qui est toujours aussi une aberration à utiliser, mais l'application en elle-même qui revient pour quelque chose qui ressemble relativement à, faut dire les termes, hein, c'est un clone de TikTok, mais qui veut avoir un focus un petit peu plus responsable dans le côté algorithmique, etc. de la chose. Dans la consommation de contenu par les personnes. Voilà. Exactement. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien rangé, c'est plutôt joli, les vidéos bug pas, donc prenez l'application et puis retrouvez la chaîne Iconoclast sur Dailymotion. Ça fait bizarre à dire. Wow. C'est très étrange. Il y a des phrases que tu pensais pas les entendre un jour, tu les entends. Elles sont il y a un côté presque rétro-futuriste. C'est waouh. Quand je me suis lancé sur YouTube, Dailymotion était déjà mort, donc ça me fait un peu bizarre, effectivement. On va passer sur le point abonnement, peut-être, pour le Patreon, déjà, pour un premier point. Merci et à toutes et à tous. Vous êtes 218 contributeurs et contributrices à nous soutenir au quotidien. Merci beaucoup. Je vous le rappelle, c'est des podcasts exclusifs. Dernièrement, il y a du Paper Mario. On va essayer de faire pour le mois de mai Omori, mais ça va dépendre de plein de facteurs qui s'y font pas grève peut-être. Si les colis arrivent déjà. Voilà, s'ils font grève ou pas, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il y aura une grève de postiers ou on sait pas. Mais ça va dépendre de plein de choses. Bon, normalement, ça devrait arriver au tout dernier jour de mois de mai si on y arrive. Sinon, ce sera tout début juin, j'espère aussi. Mais là, ce serait un échec personnel. Je le vivrais très mal. Non, c'est pas vrai. Si. Si. Oh, si, alors, d'accord, Elena qui enfonce le pied. Oh là là. Non mais je sais comment ça va se passer. Donc, je sais. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre soutien. Mais je tiens aussi à rappeler, parce que ça, c'est un truc que je crois que toute la saison 1, on l'a vachement oublié ce point-là. Le soutien, ce n'est pas qu'un soutien financier. C'est aussi penser à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ouais. Et nous laisser un petit message. Pour nous référencer, etc. Comme ça, on peut flex avec les stats. Après, on peut faire regarder, on est le 3e podcast au monde. Au monde, au moins. Et pourquoi pas 3e, de l'univers. Premier. Et ça, je peux vous dire que quand vous faites un dossier pour avoir un appartement, je peux vous dire que ça en jette. Hein. Alors oui, mais que
Moi, je pense que vraiment, il faut oublier la fin de la phrase. Dire je suis le 3e podcast JV, c'est sympathique, mais dire je suis le 3e podcast, c'est mystérieux et menaçant. Je pense qu'on peut rester comme ça. On veut devenir le 3e podcast. Mystérieux et menaçant. Faudrait créer une application juste pour nous. Il n'y a que nous dedans. Ah, mais du coup, on serait les seuls et les premiers. Bah, du coup, il n'y aurait pas de concurrence, ce serait parfait. Ok, Microsoft, tu sais, Je propose qu'on rachète Spotify et qu'il y ait que nous. Si on rachetait tout le monde, bah, on a gagné, hein. Cette semaine, en termes de réaction pour le podcast, on a un très long commentaire de Kiro S. Terashi, on va juste l'appeler Kiro, qui a réagi sur les 2 derniers podcasts qu'on a pu faire. Je vais me contenter juste je suis désolé, hein, Kiro, mais peut-être juste le dernier message qui est plus centré sur le tout dernier qu'on a fait la semaine dernière, notamment quand il veut revenir sur l'anti-adblock de YouTube, parce qu'on en avait parlé un peu et ça a fait réagir un petit peu ce côté anti-adblock, comment est-ce que les gens pouvaient percevoir les publicités YouTube. Hot take, mais soit, ça fait presque 15 ans que je vis sur un internet sans pub, et je continuerai de lutter contre et de le conseiller autour de moi. Si au départ j'appréciais l'idée de me dire que ça permettait de soutenir un site, un vidéaste, j'ai véritablement fini par prendre en horreur la publicité de manière globale, que je trouve dans la plupart des cas invasive, voire anxiogène. Et l'avènement d'un site comme YouTube, pour moi l'alternative première à l'idée d'une télé dont le but a fini par être de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible entre 2 pubs, comme l'a dit un jour Patrick Lelay, ancien dirlo de chez TF1. Aujourd'hui, même si je sais que ça peut rapporter un soutien financier à tout le contenu gratuit que je consomme sur Internet, je préfère encore soutenir indirectement par le partage par exemple, ou plus directement. Oui, moi aussi je suis un patriote et je peux briller en société grâce à ça, et j'espère que tu fais des sourires fiers au volant de ta voiture, de ton vélo, ou même juste en marchant ou en sortant la salle de sport. En sortant du vestiaire de la salle de sport, effectivement. Je persiste à croire que la pub n'est plus le meilleur moyen de financer des projets. Pas dans sa forme actuelle et encore moins sur une plateforme finalement peu scrupuleuse à ce sujet. Il existe des alternatives plus humaines, je préfère encore une sponsor faite par un vidéaste qui se décarcasse plutôt qu'une coupure pub de l'enfer, agressive et envahissante. Merci encore pour votre travail, fier de vous soutenir et de vous entendre. Force, sagesse et courage à vous, avec des cœurs dans vos faces. J'ai lu farce au début. Moi j'ai lu autre chose, c'était scandaleux. Si vous avez eu le courage de me le lire, GG, merci. Bah merci à toi, Kiro. La pub sur YouTube, vous voulez réagir à ça Vous, de votre côté, on en avait déjà plus ou moins parlé. Après, bon... Elle revient toujours, hein, Le truc, c'est que parler de sponsor, c'est mieux que la pub invasive de YouTube. Elle est pour les contre, hein. C'est jamais que de la pub. À titre personnel, moi, ce que j'aimerais fonctionner un jour, c'est comme une télé, tu vois. C'est finalement une télé qui a son temps de publicité pour diffuser des spots, etc. Bah, c'est elle qui choisit les spots qu'elle va diffuser au bon moment, au bon endroit dans son programme. Ouais. Si on pouvait choisir ça sur YouTube, ce serait génial. Hein. Moi, exactement, si j'avais l'assurance, en fait, de pouvoir avoir une sponsor pour chaque vidéo, bah, il y aurait plus de monétisation, hein, très clairement. Si je pouvais le choisir directement les spots publicitaires que je voudrais mettre en avant, je le ferais, mais fondamentalement, on reste toujours sur un modèle publicitaire, c'est juste que la pub, elle est ailleurs, quoi. Parce que, tu peux, entre guillemets, l'esquiver plus facilement, pour le coup. Elle te saute pas au visage en plein milieu de la vidéo. On est encore aujourd'hui où il n'y a pas de confrontation entre 2 modèles qui se tiennent. Je veux dire, la norme reste la norme publicitaire. Qui se dégringole ou pas, ça reste à la discrétion de chacun, c'est comme vous le voulez. Mais le modèle de financement participatif, ça reste extrêmement rare à l'échelle de YouTube. Ils sont finalement assez rares, en fait, les créateurs qui arrivent à vivre d'un financement participatif. Uniquement, et vous remarquerez qu'en général ce sont des chaînes extrêmement modestes qui se le permettent, et nous on sorte très vite à ça aussi de notre côté, c'est que plus t'es gros et moins le financement participatif c'est une option viable en réalité, parce que plus t'es mainstream et moins tu peux compter sur des gens pour te financer. C'est pas dit méchamment, hein, c'est juste que c'est toute proportion gardée, t'as moins, les gens ont moins la nécessité, ils ont l'impression que ça sert un peu à rien, c'est un peu vain de financer. Oui, ça sert un peu comme si demain t'avais une campagne qui disait soutenez McDonald's, tu vois. Oui, voilà. Faites des donations à McDonald's, bon tu fais vous êtes bien gentil, mais c'est à peu près pareil, hein. Non, oui, c'est complètement ça. Et plus t'es gros et plus le financement participatif, ça marche moins. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si, c'est même pas que j'en suis persuadé, c'est que c'est une réalité. Si vous nous soutenez aujourd'hui sur Patreon, c'est grâce à un projet beaucoup plus niche qu'Iconoclast, le podcast. Ouais. Que ce soit le podcast exclusif ou surtout pour
parce que vous êtes là à nous écouter et que vous avez envie de soutenir ce travail-là sur des podcasts qui sont nettement moins écoutés que nos vidéos YouTube, ben, c'est parce qu'il y a cette niche-là et cette envie de faire vivre ce petit projet que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à nous soutenir aujourd'hui. Et ça aurait nettement moins marché si on s'était contenté juste d'une page Patreon pour Iconoclast. Mais on a un exemple tout parfait, en fait, c'est que depuis qu'on fait ces podcasts exclusifs qui sortent tous les mois qui sont disponibles aussi sur la chaîne, du coup, qui sont mises sur la chaîne, on a des gens qui s'abonnent à la chaîne, qui supportent la chaîne. Et ça, on le dit pas souvent à haute voix, mais on remercie aussi toutes les personnes qui nous soutiennent sur YouTube en souscrivant aussi sur la chaîne directement pour écouter les podcasts. Donc, c'est vrai. Le nombre de personnes qui s'est abonné comme ça, ça montre que effectivement c'est ce genre de projet là qui intéresse. En tout cas, merci pour ton commentaire, Kiro. C'était extrêmement intéressant. Et écoute, je vous invite à en discuter toujours dans le Discord accessible aux patriotes ou même entre vous autour de cette question de la publicité à titre personnel. Pour moi, de toute manière, quoi qu'il advienne, et j'estime qu'on se dirige de plus en plus vers un Internet payant. Un Internet, ouais. La fin de la gratuité sur Internet, j'ai l'impression en tout cas, cette sensation, qu'on s'y dirige de plus en plus. Voilà, bon je pense qu'on va faire le tour. Hein. Il y a un débat, ça serait peut-être un podcast exclusif, la gratuité d'Internet, sur l'approche que ça, parce qu'en vrai c'est super intéressant quand tu y penses. Hein. Toi tu veux pas qu'on parle d'Omori, c'est ça? Ah bah non que tu me le dis, merci. Ouais bon, tu m'as passé à jour. On passe à quoi on joue. À quoi t'as joué, Tagère? Alors, est-ce que, pour le bien du running gag, vous voulez pas juste tous dire ce à quoi vous jouez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une idée commune. C'est pour ça qu'on te fait passer en premier. Je te fais passer en premier parce qu'il y a un truc en commun sur tout le reste sauf toi. C'est-à-dire que moi, il y a un jeu qui est sorti, mais d'une série qui m'intéresse pas d'une manière générale. Donc cette semaine, j'ai joué à The Murder of Sonic the Hedgehog, le visual novel Sonic. C'est sorti pour le 1er avril, c'est ça? C'est ça qui est sorti pour le 1er avril, mais c'est marrant parce que c'est le jeu Sonic le mieux noté de Steam. Oui, et c'est un très bon jeu. Genre, même sur Metacritic, il est super bien noté. Oui, mais c'est un visual novel qui a des limites certaines parce qu'il est produit par une équipe en charge des réseaux sociaux de Sega of America, mais c'est un très bon jeu. C'est trop stylé en vrai. Il est extrêmement stylé. Il permet à l'univers de Sonic, en tout cas au canon tel qu'on le conçoit aux États-Unis, de se développer et de reprendre dans les pas de Sonic Frontiers. Mais ça, je pense que je vais en parler effectivement sur Singe Pourpre. J'ai commencé Omori parce qu'on a prévu de effectivement faire un podcast sur Omori. Alors quand on m'a dit étagère c'est ton jeu, tu vois, moi je m'étais dit oui, mais jusqu'à quel point? Et j'ai lancé le jeu il y a 2 jours et j'en suis à 11 heures de jeu et effectivement effectivement c'est mon jeu. Est-ce que tu as retrouvé Mother? Est-ce que tu as retrouvé maman? Oui, je retrouve Mother 3, mais je retrouve aussi d'autres choses qui sont relativement formidables. Je pense que le rapprocher de Mother 3 serait un raccourci qui permettrait pas de pleinement définir les qualités d'Omori, qui sont, mine de rien, très nombreuses, hein. Je pensais effectivement qu'il souffrirait de cette comparaison à cette série-là. Dont je ne prononce même plus le nom parce que sinon je vais être envoyé directement en prison. Là on peut pas, mais promis on y travaillerait s'il y avait la possibilité, je t'avoue. Ah oui, genre vraiment. Donc, en fait ça sera rétroactif, quand on se recroisera, on trouvera un moyen quoi. Donc tu peux en parler, vas-y, mais tu payeras le prix. La prison des mamans. Pour le coup, Omori, il a sa propre vision du surréalisme, encore une fois, qui développe un petit peu de manière pas similaire à Helix, mais on est dans un entre-deux, effectivement. Il y a des choses, il y a des blagues qui sont très à lui, il y a une manière d'exécuter le scénario qui est aussi très à lui. On va en parler dans le podcast de toute façon, et c'est fou, parce que là j'ai parlé de 2 jeux, la première j'ai dit j'en parlerai en vidéo, la deuxième j'ai dit j'en parlerai en podcast, ne pensez pas que ce sont des fuites, s'il vous plaît. Et le 3e jeu auquel j'ai joué cette semaine, je joue à Portal. Mais ça va? Tu t'as pas la gerbe? Non, parce que disons qu'on y joue le soir avec ma copine, que c'est elle qui fait 90% du jeu, que moi je l'ai pris en main, mais que je la regarde faire, et puis des fois on discute des énigmes, des machins. C'est une très bonne expérience. Il est très court aussi, Portal 1, et j'ai beaucoup aimé. Il se finit en 3 heures selon How Long to Beat. Nous, il nous reste là, on est sur la 18e salle d'énigmes. Je crois qu'il y en a 19 dans le jeu. C'est pareil,
Le truc, c'est qu'il y a un plot twist dans ce jeu, il y a des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont tellement écrites dans la culture d'Internet d'il y a 10-15 ans que aujourd'hui, découvrir Portal et ne rien en savoir, c'est déjà quelque chose, pas d'étrange, mais dans notre corps de métier, c'est quelque chose de rare, je pense. Moi, j'aime beaucoup Portal 1, j'aime beaucoup le 2 aussi, mais je trouve que le 2 il est 2 fois plus long quand même. Oh, il est, selon, si je me tiens à ce qui est répertorié sur How Long to Beat, il est 2 fois et demi plus long, ouais. On parle de 3 heures pour le premier et 8 heures et demie pour le deuxième. Je me souviens, j'avais fait les 2 à la filée, que j'avais énormément aimé, mais quand même que le 2, parce qu'il était 2 fois plus long, parce que, alors, pour remettre dans le contexte, Portal, avant, il n'était pas vendu tel quel, il était en bonus de la Orange Box, qui était la compilation de Valve, où tu avais dedans Half-Life. Je sais plus s'il y avait le 1, mais il y avait le 2, t'avais Team Fortress 2, et t'avais Portal, qui était dedans aussi. Et du coup, il faisait que 3 heures, et c'était très bien, parce que c'était une expérience dans une compilation. Et le 2, ce devait d'être un jeu qui se vend tout seul. Il y a un mode coopération qui est très bien fichu et qui va étendre la durée de vie, mais le mode de jeu solo, ouais, tu fais ça en 7 heures à peu près, et je le trouvais peut-être trop long, et que heureusement qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus développée, parce que moi c'est le problème que j'ai avec les jeux de puzzle, c'est que s'ils durent plus de 4-5 heures... C'est dur de suivre. C'est dur de suivre. Ouais, je suis d'accord. Même d'y retourner en fait. Ouais, c'est ça. Et Portal 2, excellentissime, mais j'aurais enlevé 1 heure ou 2 de jeu. Mais bref. Je te redirai ça parce que j'ai prévu de jouer à Portal 2. En tout cas, on a prévu de faire la coop. Donc la coop c'est une affaire. Cool. Ouais, c'est une affaire à suivre. C'est très très intelligent Portal 2. Et il faut pas qu'ils en fassent un 3. Mais ça, c'est une hot take de ma part. Mais maintenant, sans transition, parlez-moi de Zelda. Attends, c'est pas fini. Tout. Oh là, tu vas trop vite. Tu vas beaucoup trop vite. Comment D'abord, ça, Mage. Beaucoup trop vite. Mage. Ouais, attends. Tu as fait quoi, Mage? Écoute, moi cette semaine, eh bien, pour commencer, et oui, j'ai joué à Star Wars Survivor. Ça, étagère, visiblement, il s'en fout, hein, parce que ça y est, c'est dans l'espace, ça l'intéresse pas. Mais non, mon monsieur. Alors que l'espace, tu devrais aimer, hein. Il y a ni d'endroit ni d'envers, il y a pas de cinétose. Alors, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire que l'espace, ça m'intéresse pas. Bah, le fait que tu es Mage, Zelda, Star Wars côte à côte et que tu aies décidé de te dire que je n'ai pas joué à Star Wars. Non, voilà pourquoi. Là, tu brouilles la vérité. Là, c'est juste, mets-toi dans mes chaussures. Là, j'ai les yeux sur le document. Excuse-moi, la triplette. Oui, non, mais Non, Étagère a décidé de censurer Star Wars. Il censure Mage, encore une fois, le décideur. Et voilà, les décideurs, vous voyez ce qu'ils font? Les décideurs. Hypocrite. Brûlé. Pardon. C'était très cool. Je me suis vraiment éclaté sur Survivor qui reprend tout ce que faisait le premier finalement et l'a sublimé de fou. Hein. Je pensais pas passer un si bon moment. Bon, je suis fan de Star Wars, donc forcément ça aide, hein, comme d'habitude. Hein. Mais c'était une super expérience Star Wars Survivor. Juste un peu triste, à la fois très triste et très content que ça s'arrête. Ouais. C'est tout. C'est tout ce que je dirais, parce que maintenant t'en fais une review, donc tu vas en parler. Bah, j'en ai préparé une review, effectivement, qui va prendre son temps, hein, évidemment. Mais autant toi, t'es vraiment très enthousiaste. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais je le trouve très vain aussi. Hein, parce que tu le trouves vain, parce qu'il y a rien, il y a pas d'aboutissement, et je le comprends, tu vois. Mais on va pas rentrer dedans, sinon ça serait un peu spoiler, tu vois. Mais ça semble évident qu'il y aura pas d'aboutissement au jeu, parce que Cal est en plein milieu de deux films. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est terrible avec ce jeu, c'est qu'il est bien, mais que tu te fasses spoiler ou pas, t'arrives dans le jeu, tu sais que l'histoire va être vaine, tu finis le jeu, effectivement c'est vain. Ah oui, mais on le sait, mais c'est terrible, je trouve ça absolument terrible. Comment il fait Yoda pour ne pas se rendre compte qu'il y a Cal dans l'univers? Très bonne question, parce que vu le bazar qu'il met, tu vois, je veux dire... Oui, mais justement, c'est... Pouf. Bref. Mais sinon, si tu retires ça, qui est un énorme point quand même, la manière dont est construit le jeu, l'ambiance et toutes les mécaniques qui sont offertes et la boucle de gameplay qui est offerte, elle est super bien. J'ai adoré explorer. C'est toi qui m'avais donné cette expression, genre en mode Indiana Jones de l'espace, c'était trop bien. Aller fouiller les planètes pour trouver des vieux temples Jedi qui sont un peu en mode, tu sais, les petites salles de Breath of the Wild où il y a des donjons, quoi. Pour les récupérer des sorts, et que c'était trop bien, les petites énigmes avec la force. Moi j'ai kiffé, récolter des vêtements, s'amuser à remplir sa propre cantina. Non, en vrai, j'en garderai un très bon souvenir, et j'ai hâte de voir la suite, maintenant que EA a enfin lâché le morceau.
Mais il faut, enfin, quitte à s'inspirer à ce point d'Uncharted, faut aller jusqu'au bout, quoi. Faites-en un Nathan Drake de l'espace. Ce sera très très cool de suivre un mec qui juste se balade dans la galaxie à la recherche d'artefacts de. C'est Jedi. Ouais, Enfin, je veux dire, il y a même pas besoin d'un littéralement, Jedi, hein. il y a littéralement tout le setup Indiana Jones. T'as Cal qui peut faire Indiana. T'as l'Empire qui peut faire les nazis. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y avait tout C'est vrai pour faire la qu'il bonne recette. y a tout ce qu'il faut. Hein. Et puis t'as les mercenaires en plein milieu, parce qu'il faut qu'il y ait des mercenaires un peu partout. Il y a la faune et la flore. Enfin, je veux dire, Star Wars a vraiment un potentiel de malade. Mais Et en plus, c'est un peu triste on n'a de les jamais voir vu, bloqués. on n'a jamais vu d'histoire dans le canon Star Wars d'un mec qui cherche des reliques de Jedi. Enfin, j'ai pas souvenir. Pour moi, c'est très vaste. Il y a plein d'histoires différentes, mais En tout cas, il y a... Dans l'histoire, il y en a. Dans l'histoire, il y en a, Si. mais Ouais, il y en a genre le sûrement, général mais- Grievous. Ouais, lui, il cherche des reliques de Jedi, lui. non, mais après l'ordre, parce que si tu veux. Après, je suis pas contre un jeu avec le général, mais je veux dire, bon, on sera toujours bloqué dans cette timeline de, je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Quoique un jeu vidéo qui retrace la vie du général avant qu'il devienne un mecha, Quand il n'était que le caporal Grievous. quand il était, voilà, il a commencé C'est hilarant. troufion, etc. Parce que bon, voilà, j'ai un peu suivi le lore, voilà, c'est assez intéressant l'histoire de Grievous. Mais ouais, ça serait bien qu'il se détache juste de l'encart film un jour et qu'on parte sur autre chose. Parce que même les Battlefront, j'adore les Battlefront, hein, mais oh là là. Mais enfin bref, parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Yes. Qui attend et qui regarde tout le monde de haut là en mode. Comme 90% des joueurs et des joueuses actuellement qui ont une Switch, Bah, sauf étagère. apparemment, 1 sur 4 au moins, parce que nous, on est 4, il y a que étagère qui n'a pas joué. Étagère, il a le droit, il aime pas Zelda. C'est un bon Il aime point. rien. Non, mais il a raison s'il aime pas. Moi, je vais pas aller me lancer Oui, corps mais et âme c'est- dans. Il y a une personne sur 4 qui n'aime pas Zelda, donc qui ne joue pas. c'est Qu'est-ce tout. qu'il aime et que j'aime pas, étagère Les mechas. Pourquoi tu aimes pas étagère? J'aime bien les mechas. Oui, mais là, il aime des mechas bizarres, lui. Oui, mais Quel- j'aime bien les mechas bizarres aussi. Et je n'ai rien Ok. contre les mechas bizarres. Star En Wars. plus, il aime des mechas plus bizarres que les miens. Il joue au White Knight Chronicle. Bah oui. Il aime pas Star Wars non plus. Moi, j'aime bien les mechas Ah oui. chevaliers. Bah, c'est pas que j'aime pas Star Wars, c'est que ça me laisse un peu indifférent. Mais bref, tu vois, je vais pas me lancer dans des jeux qu'étagère il aime bien. Hein. Elix, c'est pas quelque chose que je serais allé naturellement, tu vois. Par Ouais. exemple. Mais enfin bref, on a tous joué ici, en tout cas Elena, Mage et moi. Tous sauf étagère. Oh, ça va, ouais, c'est bon, on a compris. À Zelda, Tears of the Kingdom. Moi, j'y allais un petit peu à reculons, hein, pour être tout à fait honnête. Hein. Vous connaissez ma position sur Zelda, Tears of the Kingdom jusque-là, en tout cas. Hein. Un peu en mode désillusionné de Zelda. On l'attend depuis trop longtemps. Mais force est de constater que c'est quand même un grand jeu. Alors j'aimerais un petit peu avoir votre avis pour le moment à tous les deux, toi Elena, toi Mage, sur ce que vous trouvez de cool ou peut-être de pas cool sur ce Zelda Tears of the Kingdom. Et quel est votre premier retour d'expérience, parce que vous vous doutez bien que bon, on l'a pas fini. Hein. Bon, Non. en tout cas, je sais que là Combien d'heures j'ai fini un premier donjon, j'ai fait viteuf quelques sanctuaires supplémentaires. Je vais m'arrêter là. Je vais jouer à un autre jeu et je reviendrai sur Tears of the Kingdom après. Parce que sinon, je sens que je vais faire une Elden Ring et que je ferai pas d'autres jeux avant le mois d'août. Je préfère y aller mollo, même si j'ai des choses à redire, mais je me le garde pour quand je vous donnerai un T'as petit fait peu. déjà une dizaine d'heures, non? Oh, je pense que j'approche de la vingtaine, ouais. Ah oui, Mhm. carrément, ouais. Oh, moi, je dois être à 4 heures, Mhm. à peu près. Je suis au tout début du jeu. Ouais. Premier point, mais ça c'est peut-être très personnel, le jeu me fait mal aux yeux. Je sais pas pourquoi. Genre, depuis le début de l'année, j'ai fait plein de jeux sur Switch. C'est le premier qui me fait mal aux yeux. Donc, Les je sais pas. couleurs, C'est les couleurs, je crois. Ouais. Les couleurs qui sont un peu pâles, un peu pastel, un peu dans la brume, tu vois. Mhm. Donc c'est peut-être l'affichage qui me fait ça et que il faut regarder partout. Peut-être que la qualité d'affichage n'est pas parfaite. Donc on est à combien? 720? Sur oui, sur l'écran. Mais tu parles de alors Mais parce que en t'as fait, pu les essayer deux- sur la télé, Les deux, que ce Ouais. soit sur la télé ou sur la Switch direct en portable, j'en ressors mais avec des yeux explosés. Il faudrait que j'essaie de mettre mes lunettes pour oui, voir. bonne idée. Mais Oui, Il y a peut-être Oui, un lien. ça- Je veux ça pas. peut- oui, mais écoutez, j'ai zéro problème de vue, c'est des petites lunettes de repos, quoi. T'es peut-être fatigué aussi. À voir, je sais À pas. voir. Déjà, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Tu mettras tes lunettes et tu nous diras sur ce point-là. Mais en termes de jeu, pour en parler du coup. En termes de jeu à proprement parler, bah c'est
dans Zelda Breath of the Wild pour le moment, en tout cas de ce que j'ai vu, à part les nouvelles, des nouvelles possibilités de jeu de jouer ailleurs que sur Terre. Mais globalement, pour le moment, vu que je suis que à 4 heures du jeu, donc j'ai exploré le tout début du jeu, des nouvelles capacités du coup qui sont proposées par les nouveaux pouvoirs là de base, ce qui sont très sympathiques, qui changent un peu, donc qui pareil permettent de faire de nouvelles choses. Pour le moment, vu de ce que j'ai vu, pour le moment, rien de révolutionnaire, mais je m'amuse. Je retrouve les mêmes marques que sur Breath of the Wild, donc exploration, récolte de tous les légumes possibles, la cuisine, la petite popote là, qui fait plaisir. Passer mon temps là dernièrement à chasser les petites bestioles, il faut que j'aille dans les neiges, ce genre de choses. Sympa. Et puis je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est agréable d'avoir plus de monde quand même, plus de PNJ. Ouais, c'est vrai. Donc Un voilà. monde un peu plus vivant. C'est ça, donc voilà. 4 heures du jeu. On verra la C'est semaine pas mal. prochaine. C'est déjà pas mal. Et toi, Maj, comment tu trouves pour le moment? Oh, bah écoute, moi je suis peut-être à peu près au même heure que Lena, peut-être 1 heure de plus, je dirais. Mhm. Je suis descendu de la zone tuto, on va dire. Pareil. Bah écoute, moi je kiffe ma race pour le moment. J'irais pas jusqu'à dire que c'était un Breath of the Wild 2 parce que ça serait pas respecter le jeu de dire ça, tu vois, en mode. Bah si, c'est techniquement ça. Enfin... Non, mais je veux dire, tous les jeux, le problème c'est que la manière dont c'est dit par les gens, c'est pour ça, c'est pas. Ah, mais Lena, tu veux dire etc. vraiment, Oui, tu dis en DLC ou... Oui, voilà. Ah oui, non, mais là, je Un suis bis, pas... bis, quoi. Je suis pas Non. à ce niveau-là, hein. C'est juste pour le moment de ce que j'ai pu expérimenter. J'ai pas encore vu tout ce que le jeu propose, donc tu vois, c'est Pourtant, moi trouve je que ne le jeu, suis dès pas le départ, il te dépaysée. donne quand même pas mal de clés pour te montrer, regarde, ça on le faisait pas avant, tu vois. Et j'ai bien aimé la rapidité avec laquelle ils nous ont donné tous les outils pour s'amuser instantanément de manière un peu différente. Oui, c'est vrai. Que ce soit les nouveaux skills qu'on a tous vus dans les trailers, passer à travers les murs, enfin les plafonds, coller des objets entre eux, les faire fusionner, enfin ça tu l'as dès les 2 premières heures de jeu. Ça, Et c'est c'est bien. très cool parce que moi c'était mon angoisse, c'était qu'ils me les étalent, tu vois. Et je me suis dit, putain, si je dois jouer 15 heures pour tout avoir, ça va me gonfler. Et en fait, non, ils m'ont tout donné. Et je me suis éclaté, genre vraiment. Et du coup, ouais, oui, bon, c'est une suite de Breath of the Wild. Il y a énormément de mécaniques en commun, ça me semble logique. Mais c'est pas un bis, hein, c'est pas un. Ouais, ils vont plus loin, quoi. Ouais, ils vont clairement plus loin. Et là où je dirais que Breath of the Wild, c'est l'ode à l'exploration, là, ils sont passés à l'ode à la création, tu vois. Moi, je me sens comme un gamin qui rentre dans une cuisine où il y a plein de trucs qui sont bons, qui kiffent manger, et qui me dit, vas-y, tu peux te servir de tous les outils, tu peux te servir de tous les ingrédients, fais-toi plaisir. Ouais, en Et fait, à chaque fois, je m'approche d'un truc, ouais. T'as été Breath of the Wild, t'as découvert la cuisine. Tears of the Kingdom, on t'a dit, bon bah c'est la même cuisine, mais on t'a caché, on t'a caché des pièces secrètes et on t'a rajouté des ustensiles. C'est Plus ça, et tu d'épices. sais, à chaque fois que je m'approche d'un truc, je suis un peu comme cet enfant qui fait et ça, je peux faire ça? Et il me regarde, il me fait Oui. vas-y mon grand, tu vois. Et moi, j'ai passé mes 3 premières heures de jeu à baiser le jeu. Enfin, Ah oui, non, mais ça, alors, quoi? non mais Qu'est-ce que tu veux laissez-moi dire terminer. Il y avait des chemins totalement préconçus. Ils étaient là, ils sont en mode, voilà, tu passes. Moi, j'ai dit non, tu vois. Et je me suis fait des genres de structures à la con, ultra moches, super dures à escalader parce que c'était pas prévu pour. Et j'ai réussi à skip la moitié de la zone tuto presque. C'était dans la zone où il commence un peu à avoir de la neige. Et moi, j'ai dit non, mais je veux pas faire toute la zone basse. Et je t'ai fait genre j'ai empilé des bouts de bois, j'en avais pas beaucoup, j'ai coupé des arbres, etc. Et je suis passé directement au dernier sanctuaire, tu vois. Ouais. C'est comme ça que Mage a complètement raté les bases du jeu. Oui. Non, mais tu sais, il a je- skip je- le tuto. Je l'ai saisi parce qu'il y en a quand même certains que tu peux pas esquiver, mais c'est super kiffant. Et peu importe ce que je fais, j'ai l'impression vraiment à chaque fois je me tourne vers le jeu. J'imagine le jeu, comme Monsieur Plouf, il le fait très bien dans ses vidéos, avec le jeu qui a des jambes et des bras. Et je fais, je peux? Il me fait, oui, vas-y. On verra, hein, ça marchera peut-être. Et genre, ça marche presque tout Bah le temps. écoute, c'est très cool. Hein. Même moi, je Y a- sais pas si ça va marcher ton truc. Oui, c'est ça. Mais il y a tellement de moyens de faire les choses, il y a tellement de moyens de tourner les choses que c'est super agréable parce que, en fait, tu rencontres vraiment peu souvent de la frustration. Et pour le moment, je kiffe. Hein. C'est dur de lâcher. Hein. Je veux pas mentir. En plus, sur la Switch, vu qu'elle est portable, oh là là. C'est vrai que. Ouais. Bah, C'est la tentation, tu sais, c'est comme l'anneau unique. Hein. Je l'entends. Vas-y.
D'ailleurs, là, ça a été dur de record ce podcast, là, c'est ça? Ouais, bah là, tu sais quoi, il est 22h24, mon gars. J'ai les yeux injectés de sang. Genre, je veux faire des sanctuaires. Mais ouais, pour le moment, je passe un très bon moment. J'irais pas jusqu'à dire que c'est révolutionnaire, mais j'aime beaucoup cette idée qu'ils ont fait avec le côté on peut coller les choses, on peut choisir son chemin. Et c'est important, je pense. Et ça risque d'être repris aussi parce que, mine de rien, c'est dans ce genre de petits trucs simples qu'on se rend compte qu'il y a quand même assez de satisfaction de se faire des. C'est rigolo de se faire une petite plateforme soi-même. Tu vois. Pas besoin de mettre tu sais, des fameuses lignes pour dire regarde, tu peux escalader. T'as vu, la pierre, elle est un peu blanche là, il y a un peu de peinture blanche, tu peux escalader. Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Par contre, m'amuser 5 minutes à faire une vieille plateforme de merde dont je ne suis même pas fier, tu vois. Bah ça me fait kiffer. Donc ouais, pour le moment très content. Peut-être ça me saoulera au bout de 10 heures, mais actuellement je m'amuse. On est tous passés par là. Moi, tu sais, la fameuse... Je me suis fait chier, moi, à trouver un chemin pour aller sur cette fameuse plateforme de neige. Et quand j'ai vu qu'il y avait une multi-plateforme et que j'ai fait le tour, j'ai dit, mais je passe par où? J'ai abandonné. J'ai coupé 4 troncs, je les ai empilés dans la longueur et j'ai escaladé le tronc parce que je pouvais pas grimper sur la plateforme en glace. Ah, mais j'ai fait pareil, hein, ouais. J'ai mis juste les troncs et puis c'est bon. Mais moi, j'ai vu qu'il y en a, ils ont fait des escaliers en tronc. bah, c'est cool, hein. Non, mais c'est vraiment très très bien. Ah oui, en plus, effectivement, Léna l'a dit, les PNJ, il y a quand même plus de PNJ, je croise plein de marchands, plein de charrettes. C'est assez plein de gens qui sont posés dans leur petite tente, etc. C'est vraiment sympa. Alors qu'avant, souvent, c'était juste, il y avait un marchand, je crois. J'ai oublié son nom. Il est ultra connu. Terry. Oui, Terry, voilà. Et il y avait les camps. Et là, il y a les camps, il y a Terry, il y a d'autres personnes. C'est super cool. Donc, ouais, petit plaisir. Je savais qu'il serait bien, mais je m'attendais pas à être autant, on va dire, harponné, quoi. Moi, je suis aussi très scotché au jeu en ce moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, bon, j'ai un peu peur d'avoir un Elden Ring bis entre guillemets dans la réception que je vais en avoir si je le bouffe trop vite. Surtout que j'ai vraiment l'impression que ce jeu, enfin, plus j'y joue et plus je me rends compte que il mise sur des petites sessions, comme le Breath of the Wild finalement, et que si je fais trop d'un coup, en fait, des fois je me fais un peu chier, tu vois. Enfin, si je fais que du sanctuaire, de l'exploration de la map et de l'aménagement de territoire, comme je l'ai appelé, c'est juste visiter les tours pour débloquer le terrain petit à petit là, bah c'est un peu répétitif, même si c'est très rigolo de grimpouiller, etc. Moi j'ai envie de voir l'histoire, tu vois, et le fil rouge de l'histoire est trop distendu si je fais trop de sanctuaires, et je vous avoue que de temps en temps ça a eu tendance à beaucoup me gêner, surtout que point négatif que je vais soulever là-dessus, qu'on récupère les assets graphiques, etc., ça ne me dérange pas, qu'on récupère la même map, ça ne me dérange pas, surtout qu'on a vraiment très vite cette impression qu'il y a des petits trucs qui ont changé et que c'est pas tout à fait le même endroit, tu vois, c'est Breath of the Wild, mais pas pareil. Surtout que tu commences pas au plateau du prélude comme avant, tu commences directement au centre d'Hyrule, ce qui fait que ton point de départ d'exploration n'est pas le même que Breath of the Wild. C'est biaisé, ouais. Et rien que ça change le point de vue. Tu vois, je me rends compte que quand même, il y a une certaine routine, répétitivité et ce manque de fil rouge sur de longues sessions juste d'exploration, ça peut manquer. Donc du coup, je fais du donjon pour relancer cet intérêt. Je cherche des larmes pour relancer cet intérêt. Mais s'il y a un truc que j'aurais aimé qui change, c'est comment on raconte une histoire. Et le schéma narratif est exactement le même comme Breath of the Wild. Ce sont pas des souvenirs à récupérer, ce sont pas vos souvenirs à récupérer. Je vous le dis pas pour pas vous spoiler, mais c'est le même schéma narratif. Et je trouve ça dommage. L'histoire n'est pas la même, hein. Mais la manière de récupérer les bribes d'informations l'est, et ça me gêne un peu parce que pour le coup j'ai l'impression de me retomber sur une routine similaire à Breath of the Wild, mais en plus longue, parce que la résolution des énigmes demande beaucoup plus de temps, parce que c'est pas la même manière de régler des énigmes que dans Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, il y avait vraiment cette idée de résolution directe des énigmes, c'est-à-dire que il y avait une situation donnée, tu avais tes outils, tu testouillais tes outils pour voir comment ça fonctionnait, et ta réussite, échec. Tu n'avais pas d'entre-deux. Tu pouvais tenter de bidouiller, et c'est d'ailleurs cette tentation de bidouiller le jeu qui a donné naissance à Tears of the Kingdom pour plus de liberté sur la bidouille finalement. Mais t'avais une recherche directe et une incidence directe de tes recherches. Là, faut que tu réfléchisses à une solution, faut que tu mettes en œuvre la solution,
Et la solution, elle peut ne pas fonctionner et lamentablement échouer, comme arriver à quelque chose de totalement insatisfaisant avec ces empilements de troncs, tu vois, mais qui fonctionne. Ça relève du génie, je suis d'accord, mais ça prend beaucoup plus de temps à se développer et ça rentre dans une logique de routine qui peut être très déroutante, justement, et peut-être arriver à terme, je le vois, sur une forme d'ennui qui me donne envie, tu vois, de faire d'autres jeux en parallèle, parce que si je fais que ça risque de m'embêter un petit peu. Ah bah tu vois, j'ai oublié le côté craft quand j'ai parlé de mon expérience du jeu. Ouais. Pour le moment, il m'embête. Ah. Je vais voir comment ça va avancer, mais pour le moment, j'essaie d'esquiver au maximum de crafter quoi que ce soit. Oula. Parce que j'ai envie de le faire vite et d'arriver commence rapidement mal, à mon objectif. Qui est Oui, de... Bah, qui est de faire Ah ce oui. que j'ai envie de faire. Genre, je sais pas, moi, par exemple, je veux briser un truc. J'ai la flemme de crafter une épée roche, tu vois. Ouais. Donc, je veux trouver un marteau, tout simplement. Et ouais, Ou de mais- trouver une autre, ou de taper comme une, je sais pas, comme une folle, avec mon épée jusqu'à en casser 10, tu vois. On va voir, parce que si je suis pas toute seule comme ça, flemmarde, hein, à faire des crafts pendant 10 minutes pour accomplir le seul et même objectif. Ouais, je comprends. Mais c'est qu'au début, le jeu, voilà, je lui laisse quand même bien évidemment du temps. Hein. Tu vois, Il faut apprendre. Hein. ce qui est cool avec ce système d'amalgame, quand même, quelque part, de fusion des armes, hein, c'est que justement, comment dire, le fait que les armes soient destructibles dans Breath of the Wild, ça devait déjà mettre la puce à l'oreille de on veut pas que vous gardiez vos armes, il faut en changer régulièrement. Tout à fait, ouais. Là, les armes sont encore plus fragiles. Si tu les amalgames pas, elles sont méga fragiles. Donc le jeu te pousse de ouf, en fait, à tout le temps utiliser des armes extrêmement différentes et à varier et pousser cette diversité par l'amalgamage. Ça se dit amalgamage? L'amalgame? Alors, l'utilisation de l'amalgame. Je t'autorise à le dire. Voilà. Le collage. Le collage. Collage. Allez, va pour le collage. Le jeu te pousse. Parce que de toute manière, ton arme finira par être détruite. Ce qui fait que mon set d'armes, j'y tiens pas trop. Alors, il y en a qui pourraient dire que c'est un point négatif. Et je le comprendrais. Parce que du coup, tu t'attaches pas du tout à ton stuff. Mais de l'autre, bah, je trouve ça plutôt intelligent de fonctionner comme ça. Parce que ça te pousse constamment à être attentif à ce qu'il y a sur le terrain et à essayer des choses. Donc à voir, mais je comprends tout à fait que ce soit pas ta cam, par exemple, ou que t'aies du mal avec. Mais pour le moment, l'objectif, c'est surtout de ramasser des cœurs, en vrai, parce que j'ai l'impression que Link est tellement fragile que j'ai peur de faire quoi que ce soit avec. Ouais, je comprends. Tout ce que je veux faire, c'est de survivre et d'avoir plein de bouffe pour survivre. Je comprends. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai hâte que j'ai des cœurs. Tout simplement. Bah écoutez, je pense qu'on va pas s'étendre plus dessus, hein, ça reste qu'une expérience préliminaire, on en reparlera sur les prochains podcasts, peut-être la semaine prochaine, on verra hein, si on a un petit peu avancé ou si j'ai pas fait d'autres jeux d'ici là, mais on va peut-être pouvoir passer aux news directement, parce qu'on a notamment une news qui parle de Zelda aussi. Évidemment, le jeu est sorti, c'est un carton, bref, c'est l'heure des news. Les news donc, on va commencer par cette première news en lien avec ce à quoi nous avons joué. On a déjà des chiffres pour les ventes de Zelda Tears of the Kingdom. Déjà, alors hier, au moment où on enregistre, donc mercredi, c'était mardi, on avait déjà eu le chiffre assez incroyable de 500 000 exemplaires vendus uniquement en France, Ouais. en un week-end. Je sais pas si vous mesurez 500 000 exemplaires juste en France, c'est assez dingo comme chiffre de vente. Hein. À titre de comparaison, on a des jeux comme Fallout 1 à l'époque, bon ça commence à être un peu vieux. Sachant qu'on est seulement 300 000 en France, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Cette trêve, je l'aime beaucoup, mais il y a trop de gens qui l'apprennent premier. Moi, j'ai déjà 3 exemplaires de Zelda, donc ça se comprend, tu vois. Je l'ai acheté en démat et en physique, tu vois. Donc... en démat, en physique, en sample, en collector. Et oui, donc c'est déjà 500 000. C'est énorme. Je reprends la rêve du coup de Fallout 1, je disais, qui sur toute sa vie s'est vendu à 600 000 exemplaires et c'était dans tout le monde entier. Et c'était déjà un succès, pour vous dire. Ok. Et là, on a eu les chiffres de Nintendo, donc il n'y a pas plus officiel et validé que ce genre de chiffres. En 72 heures, tenez-vous bien, il s'est vendu 10 millions de Zelda Tears of the Kingdom dans le monde. Si vous voulez des petits points de comparaison. Sachant qu'on n'est que 5 millions. Sachant qu'on n'est que 5 millions. Si vous voulez, à titre de comparaison, il a fallu 2 semaines à Hogwarts Legacy pour atteindre les 12 millions. Il a fallu 1 mois
à God of War Ragnarok pour atteindre les 11 millions. C'est le chaos technique. Voilà. C'est tout ça pour dire que il s'agit actuellement de la vente la plus rapide de toute l'histoire de la licence Zelda. 72 heures, 10 millions. Un raz-de-marée ultra vénère. Après, quand tu vois un petit peu la gueule du marketing qu'il y a eu ces derniers temps, qui s'était grandement accéléré à l'approche de la sortie, c'est pas hyper étonnant. Des Zelda Tears of the Kingdom, t'en avais à toutes les sauces sur des bus. Moi, j'ai vu des bus à Mérignac avec des Zelda Tot, que j'ai vu des panneaux publicitaires Zelda Tot. Il y avait, je crois que c'était tout un arrêt de métro qui était repeint aux couleurs de Zelda Tears of the Kingdom. Mais on était à ça, en fait, d'avoir des flyers publicitaires dans nos boîtes aux lettres. Acheter Zelda Totk. Ouais, oui, ça a été le cas, on l'a eu. Mais ça, c'était Ico qui les faisait. J'ai pas compris. Oui, bah écoute, alors, moi j'ai toujours désillusionné de Zelda. Il faut garder ce principe-là. en vrai, pour le moment, je préfère encore mon expérience d'Elden Ring. Mais on en avait déjà parlé sur le podcast sur les bilans des jeux de 2022, dans la mesure où Elden Ring, c'est plus le Zelda ultime pour moi que Breath of the Wild, tu vois. C'est ça que j'aurais attendu d'un Zelda. Donc il fait déjà plus que du 720p, donc forcément. Enfin... c'est un des trucs qui m'a fait mal. Je vais pas te mentir, au début, j'ai joué sur l'écran, tu sais, du PC, j'ai fait, on peut pas jouer longtemps comme ça parce que. Oh, ça va, c'est pas si Non, horrible. non, ça va, mais c'est. Il faut juste t'éloigner un peu de l'écran. Oui. C'est quand t'as beaucoup de jeux d'ombre et de lumière et que tu essaies de suivre, tu vois les ombres un peu qui. C'est pas grave, mais c'est un peu perturbant. Et je repositionne, la Switch est une grand-mère. Hein. Oui, mais une grand-mère qui est la 3e console la plus vendue de tous les temps. Actuellement. C'est une vénérable grand-mère. C'est une grand-mère qui... Elle reste vieille, tu vois. C'est une grand-mère qui porte des vêtements de luxe, tu vois. Après, elle est vieille. On en avait discuté sur le Discord avec les patrépotes. Le fait que ce soit un vieux hardware, pour le moment, je trouve que c'est plus un avantage parce que ça permet de se concentrer sur des expériences comme ça et de canarder les jeux quand il y a besoin de les canarder aussi. Parce qu'il y a forcément, le hardware, il est de 2015. T'as le temps de le maîtriser, un hardware de 2015, sans compter que la plupart des moteurs, c'est des moteurs qui datent de 2012 avec la Wii U, dont on retrouve là, des parallèles très faciles. Donc là, t'as 2 doigts de dire que même des collégiens pourraient développer des jeux sur Switch. Non, alors non, je dis pas ça du tout. Il a pas du tout dit ça. J'ai pas du tout dit ça. Je dis juste que c'est un avantage parce que du coup, tu vois très clairement que t'as pas besoin d'une énorme course au graphisme. Tu vois, moi, d'une Switch 2, j'en attendrai pas plus en termes de pure technique que, allez, meilleur temps de chargement et 60 FPS, parce qu'il faut pas déconner. J'avoue que le chargement me trigger un peu. Hein. Mais j'en voudrais pas plus, tu vois, qu'elle soit à la peine, ce serait pas grave, tu vois, le retard technique ne me dérange pas, parce que je vois que ça permet justement de maîtriser un petit peu plus son sujet, voilà. Mais ça reste un sujet à débat, et c'est pas celui des 10 millions de ventes de Zelda Tears of the Kingdom en 3 jours. Et donc 10 millions malgré la fuite, malgré le leak. Le leak complet du jeu dans la nature. Oui, mais enfin, si le piratage avait une incidence sur les ventes des jeux, ça se saurait. Hein. Oui. Les seuls que ça nique vraiment en général, c'est les indépendants. Je me souviendrai toujours, et ça m'a toujours crevé le cœur, un des premiers jeux indépendants que j'ai joué, que j'avais bien apprécié, c'était World of Goo. Et je me souviens qu'à l'époque... Ouais, à l'époque, le jeu se vendait pas parce que c'était des balbutiements. C'était avant la grande vague des indés avec Braid, etc. Donc il est arrivé c'est un peu lui qui a essuyé les plates de tout ça. C'était quelle année? C'est vieux World of Goo. World of Goo. Ouais. Moi, je me souviens quand je devais être au collège. Je vais te dire ça dans une seconde. Mais World of Goo, 2008. Ouais, 2008, hein. C'est assez vieux, et le studio faisait face à des vagues de piratage parce que les gens ne voulaient pas acheter un jeu aussi moche. Ils préféraient le pirater plutôt que de l'acheter à un prix, parce qu'ils avaient à un moment laissé le jeu vous choisissez le prix que vous voulez. Ah oui, donc ils voulaient même pas mettre 1 centime. Les gens achetaient le jeu en moyenne à 2 centimes. Ok. Ce qui était pas du tout rentable. Oui. Et la plupart du temps, ils préféraient pirater. Donc le piratage pour les indés, non, c'est pas cool. Non, pas du tout. Pas cool du tout, parce que là, pour le coup, l'économie des jeux indépendants, elle se base sur le fait que les niches doivent acheter les jeux et soutenir. Par contre, le piratage de jeux AAA, en général, tu sais ce qu'on dit, hein, bad buzz, toujours du buzz. Oui. Donc si les gens le piratent et qu'ils en parlent sur internet, ils en parlent quand même, et ça nourrit, on va dire, les métadonnées et le positionnement de mots-clés vis-à-vis de ce jeu-là. Donc je
pense même qu'à l'inverse, le leaks, ça a fait plus parler du jeu pour que les gens se ruent dessus. Ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que les autres en pensent. Les complotistes vont dire ils les ont fait exprès. Bah, qu'est-ce qu'il en pense, étagère, décideur? Je pense que de toute façon, tous les gros jeux Nintendo leak, Comme tous... par hasard. Non, mais c'est Smash, il fait que voilà, lapsus révélateur. Zelda ne fait que marcher dans les pas de Smash et de son leak 3 semaines avant sa sortie. Et pourtant, c'est le Smash le plus vendu de toute l'histoire des Smash. Là, bon, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Zelda Tears of the Kingdom a fait plus en un week-end que Ocarina of Time sur toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la N64 est surcotée. Non, enfin, Zelda Ocarina of Time que 64, parce que si j'additionne 64 et 3DS, on arrive, je crois, à 13 millions d'exemplaires vendus. Ça prendra une petite semaine à Zelda. Sachant qu'il l'a très certainement déjà dépassé aujourd'hui au moment où on parle, quoi. Donc moi, ce que j'attends de voir, c'est effectivement, ça relève plus de la question de l'impact culturel réel. Quand on se souviendra du jeu, est-ce qu'on se souviendra du piratage? Non. Très clairement pas. Quelque chose me dit que c'est encore une de ces choses où on se dit fallait être là. Oui. Comme tous les leaks, en fait. C'est ça. On passe à la suite parce que c'est un gros morceau. On passe à la suite. La suite donc, là c'est très très frais, il y a eu l'AG Actu Gaming French Direct, qui est un direct, une présentation de jeux vidéo indépendants français, s'il vous plaît. Cocorico, organisé par le site de actualité jeux vidéo Actu Gaming, un site que je vous recommande très chaudement, que j'aime beaucoup, qui me rappelle un petit peu les débuts de jeuxvideo.com quand ils étaient encore à Aurillac, bon, sans les chroniques, Usul, etc. Donc c'est vraiment une position antérieure. Vraiment, j'y vais au tout début pour moi, mais j'aime beaucoup, ils sont très sympas chez Actu Gaming, et ils traitent de beaucoup de jeux avec un sérieux toujours au rendez-vous, et ils organisent depuis déjà plusieurs années un petit rendez-vous annuel pour présenter des jeux français, des jeux vidéo indépendants que vous ne verrez peut-être pas ailleurs. Alors, il y en a dans le lot, vous les avez déjà peut-être vus dans des Indie Direct. En l'occurrence, je pense à Dordogne qui a été encore représenté notamment. Mais là on est sur 1h30 de présentation de jeux relativement inédits, francophones, de Bordeaux, de Villeurbanne, de Paris, de Montpellier, de tous ces coins de notre beau pays. Et on va pas tout vous citer. La plupart des jeux sont disponibles en démo sur une page Steam dédiée. Si vous voulez voir la conférence, allez la voir parce que il y a des fois, elle est bien, et il y a des fois il y a des fois des développeurs qui viennent directement vous parler de leur jeu. Et qui parlent français. Pas tous, malheureusement. Ils ont pas pu s'en empêcher. Ils ont fait. C'est une conférence. Ça, c'est une déformation professionnelle. Alors moi, je soupçonne certains des francophones d'avoir préparé des speeches pour des Indie Direct ou des Microsoft Game Showcase, et de se dire je vais pas en faire en version française pour la G Direct, et je vais leur filer ce que j'ai prévu pour ces Indie Showcase. Et de toute manière, je parle anglais sans accent, donc c'est très bien. Ah non, par contre l'accent, non, l'idée, faut pas déconner, Non, mais j'en ai entendu un Hello qui était très everyone. Hello everyone. It is Yves Guillemot, et today we can speak of Rayman. Yeah. No, we won't speak of Rayman. It's a collective illusion. Je me moque, j'ai le même accent, donc. Non, toi tu prends l'accent russe, russe caricatural parce que t'as joué à Counter Strike. C'est vrai que c'est là-bas que j'ai appris à parler anglais pour de vrai, donc forcément. Alors, du coup, pas de présentation exhaustive de cet AG French Direct qu'on vous invite encore une fois à aller voir. Il y a eu énormément de jeux. 2 heures. 2 heures. 2 heures? Non, 1h30, je crois. Si, presque. Je ça, 1h25. 1h25. Quand même un beau bébé, mais en vrai, les jeux, ils tapent dans l'œil. Ils tapent dans l'œil. Quelques-uns qui m'ont tapé. Bah, du coup, vas-y, je t'en prie, parce que du coup, le but, ça va être de faire un petit tour de table pour sélectionner les jeux qui nous ont tapé dans l'œil. Si toi, t'as des petits trucs qui au tout début, mec, ça m'a instant tapé dans l'œil. C'était The Explorator. Ah bah moi aussi. Oui, je l'ai noté. La DA de The Explorator, elle est oufissime. Et j'aime bien parce que c'est tout mignon au départ, et puis d'un coup tu sais pas ce qui se passe, ça passe en mode Doom. T'as un fusil dans les mains et tu flingues une plante, et ça a l'air vrai. T'as vu la DA, c'est un peu Tiny Kin mais en FPS du coup, parce que c'est en 2D les sprites, enfin il y a des sprites 2D qui se baladent dans un environnement 3D.
Ouais, non, mais on revient sur ce fameux jeu 2D, 3D qui est super bien fait et moi, rien que l'arme en fait. Hein, tu vois que l'arme c'est c'est un truc en 2D posé sur l'écran, mais j'aime beaucoup et celui-là en vrai, je suis super chaud d'y jouer. Hein. Je comprends, je pipe rien à ce qui se passe dans leur univers, mais j'ai vraiment très envie d'y jouer. Mais le début en plus, il est très mignon, mais très vite très glauque aussi. Ouais, tu sens qu'il y a des trucs bizarres hein, dans cet univers. Et puis à la fin, il y a une scène de guerre, on sait pas ce qui se passe. Oui, alors il y a un moment entre la première présentation, enfin les premières images et le milieu et la fin, il y a eu un moment où je dis mais c'est pas le même jeu. Ouais, non, mais si tu fais tu sais, tu t'amuses à regarder un peu en avançant un peu dans le truc, tu fais mais attends, mais j'ai trop avancé ou quoi? Non, c'est le même jeu. Et donc en vrai, celui-là, il m'a beaucoup chauffé. Et celui-là d'après aussi, il m'a plu, c'est Decarnation. Oui, qui est un genre de pixel art bien sombre, sa race, j'ai l'impression. Et oui, alors on avait un peu discuté avec Étagère. Decarnation, c'est pas la première fois qu'il se présente. Hein. Il est très très attendu, notamment de Silver, qui a pas pu assister à ce podcast ce soir. Mais il est très 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 attendu, notamment pour sa DA et parce que mine de rien, il y a des grands noms derrière, notamment la musique. Hein. On retrouve le compositeur historique des Silent Hill, mais aussi pour quelques musiques de Alt 236. Ouais. Allez savoir pourquoi, mais parce qu'il fait de la très bonne musique Alt 236. Hein. Si vous avez déjà écouté, c'est super cool. Et ouais, on retrouve de ces musiques là et on a un développeur qui a présenté du coup son décarnation pendant la G Direct et qui nous a donné qui nous a cité ses références, notamment David Lynch, etc. C'est pas un jeu que retient outre mesure Étagère, si vous nous en parlez. Pourquoi? Parce qu'il a une hot take peut-être à balancer vis-à-vis de décarnation. Non mais j'ai pas une take à balancer vis-à-vis de Décarnation spécifiquement, c'est-à-dire que là ce qu'on nous vend c'est une esthétique, mais que en tant que mec qui a fait cinéma et qui a étudié le cinéma, à partir du moment où tu viens vers moi et tu me balances David Lynch, s'il te plaît, arrête. Je veux dire, c'est bon, la blague des pubs pour la PS2, on l'a tous faite il y a 20 ans, ça suffit maintenant. Mais sinon, moi je le retiens quand même. Il a une promesse esthétique très intéressante, mais à titre personnel, j'ai rien vu qui puisse, moi aussi je l'aime bien, Akira Yamaoka. Moi aussi je l'aime bien, Al 236. Sauf que, encore une fois, même la musique, c'est une promesse qui relève de l'esthétique. Donc j'attends de l'avoir entre les mains pour pouvoir exprimer vraiment quelque chose. C'est, c'est comme ça. Victor, toi, il y a d'autres jeux qui t'ont tapé dans l'œil? Alors, il y en a qui m'a tapé dans l'œil pour son esthétique, mais je sais pas si je kifferais tant que ça. C'est Été, qui est pas français, du coup, Montréal. Hein, on vous voit, les gars. On voit que vous profitez un peu. Hein, Montréal-Paris. Voilà. Hein. Mais Été, j'ai pas tout saisi le pourquoi du comment, mais j'ai juste vu qu'on était en train on pouvait peindre un peu le... C'est la balade à Montréal, en fait. Peinture à l'eau, peinture à l'huile. C'est pas pareil, la peinture à l'eau et la peinture à l'huile. Ouais, je sais que c'est pas pareil, mais en gros, tu diffuses les couleurs et le positionnement de certains trucs sur des feuilles ou dans ton appartement. Et l'ambiance a l'air exceptionnelle, ça a l'air ultra chill. Et en vrai, un petit jeu de l'été là pendant les vacances, ça, je sais que je kifferais. Eh ben, Manque de peau, il sortira en hiver. Bah écoute, j'avais pas vu la date. Non, je sais pas, je dis ça. Ah bon? Non, je dis ça au pif. D'accord, bah non. Ah, c'est qu'il s'appelle Été, ça serait vrai qu'ils sortent en été quand même. Ouais. J'avais même pas fait le lien moi-même. Mais sinon, après, non, j'en ai pas d'autres en tête. Alors, je me balade un peu, mais je crois que c'est à peu près tout. Okay. Après, la présentation était si longue, je t'avoue que... Elena, si tu veux nous en parler de quelques-uns, du coup, qui t'ont intéressé. Alors oui, moi j'en ai marqué quelques-uns. Alors, j'ai vu un jeu qui s'appelle Spirited Thief, pardon. Bah, en vrai, c'est juste tout simplement quelque chose qui me correspond. C'est un peu un jeu d'infiltration, de braquage, un peu en tactical, parce que du coup, t'as deux personnages que tu diriges, une sorte de équipe, un petit duo qui doivent voler des trucs. Et il faut s'infiltrer, il faut découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur de la zone, et puis ensuite, le deuxième personnage, il doit vite courir et amasser le maximum de richesses possible, tandis qu'il y a des caméras de surveillance, des gardiens, etc. Donc c'est... pourquoi pas, ça semble intéressant. Sinon, il y a aussi Dolos. Je sais pas si vous avez vu passer le jeu. Donc, pour le moment, zéro gameplay montré. Par contre, ce qu'ils mettent en place, c'est ambiance. L'ambiance c'est quelque chose de dystopique et très intriguant parce que du coup, le truc, c'est que grosso modo, on est dans un futur où tout est programmé par le système, décider pour tout le monde en avance, choisir la meilleure place pour l'individu dans la société, ce genre de truc. L'accroche, par contre, de leur présentation, c'est que, regardez, aujourd'hui, la France va mal.
Ah, Oui. cool. Macron. Non, mais c'est un peu ça quoi qu'ils ont montré. Mais sinon, le jeu a l'air un peu intriguant, sympa. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils vont nous dire de plus après. Il y avait aussi un jeu qui s'appelle Imperial Grace, qui est passé vraiment en petit coup de vent, mais bon, là c'est en sorte de drama royal narratif, du sang, des larmes et de la narration, dans lequel tu peux faire des choix qui apparemment vont changer quelque chose dans le développement de l'histoire. Ça fait un peu jeu mobile, un peu, des fois, on va dire dans l'accroche, mais pourquoi pas? Ça peut être sympa à suivre s'il y a du drama, effectivement. Alors, un autre jeu, je peux pas passer à côté. Firebird, que Tagère, je crois qu'il a vu aussi. Il a l'air trop bien. Mais je peux pas passer à côté, parce que ça explore en fait le folklore russe. Moi, c'est surtout l'aspect. C'est bien le jeu qui a un aspect un peu BD, non? Alors, Peut-être. c'est vague comme description. Oui, Non, c'est non, vague mais je comme sais que c'est description. vague, mais il y a une esthétique BD avec des choix multiples, etc. Ou alors, encore une fois, Vague, c'est vague. toujours. Alors, grosso modo, Ça représente la moitié des jeux qui ont été présentés. Mais... je sais pas ce que toi t'as vu, mais grosso modo, c'est une expérience narrative, donc une histoire narrative qui raconte, qui se base sur le folklore russe et sur les contes traditionnels russes, qui explorent tout ce lore avec Baba Yaga, avec je vais pas vous donner tous les noms parce que ça va rien vous dire à part Baba Yaga, mais tu as un camion que tu dois entretenir aussi, et donc par exemple tu dois gérer l'essence, ce genre de choses, éventuellement de la casse, des soucis de mécanique, et tu dois faire des choix de temps en temps si par exemple tu vas faire telle ou telle mission parce que justement, hop, t'as plus de carburant, ou que par exemple, si tu te rends dans un endroit précis, tu sais que tu vas subir des dommages pour ton camion. Donc grosso modo, tu dois faire des choix. Mais ça explore beaucoup de choses. Genre, il y a des références à du coup au folklore, mais ils disent qu'ils explorent aussi un peu la Russie moderne. Donc il y a des références à des choses très, on va dire, la culture populaire de la Russie moderne, genre des références aux dessins animés, ce genre de trucs. Voilà, donc c'est le genre de jeu, je peux pas passer à côté, il va falloir que je regarde. Hein. Et en plus, il y a des mots marqués en russe aussi dedans, donc envie de voir ce que c'est. Voilà. Puis oui, il y a encore quelques jeux que j'ai vus qui sont sympas, mais notamment Lakebourg Legacy. Ça, c'est le jeu qu'on a déjà vu passer dans, je crois, les Indie Direct de Nintendo. Ico, c'est le jeu où tu dois gérer ton petit village avec des habitants. Donc la micro-gestion des habitants, et tu développes le village. Et moi, pourquoi je le retiens, c'est parce que c'est notamment des créateurs de The Last Spell. Donc envie de voir ce qu'ils vont nous proposer cette fois. Et voilà. Hein. T'as à peine fini ta dose que tu vas revoir ton deal. Oui, mais c'est pas pareil pour le coup. Ouais, c'est ça. Okay. Et toi, étagère? Alors, pareil, Firebird, Ouais. effectivement, cette fois-ci, c'est... je suis très expérience essentiellement narrative ces temps-ci. Sur un prisme d'analyse complètement différent, c'est Classic Sport Driving, qui est un jeu de course minimaliste à la Outrun, dans lequel il y avait de la synthwave en musique, dans le trailer. Je ne sais pas si la vraie bande-son sera synthwave, mais personne m'empêchera de conduire ma bagnole en style minimaliste en écoutant Carpenter Brut très fort. Ah bah s'il est sur PC, tu pourras le faire, je pense. Oui, bien évidemment. Oh, puis tu sais, même s'il est sur console, juste à couper le son de la télé, à mettre Carpenter Brut. Hein. Moi, il m'en faut peu. Dans le même délire musical, essentiellement basé sur le gameplay, Ragnarok, qui est un jeu de rythme basé sur le métal. Oui, bon, c'est bon, hein. C'est à moi que ça parle, d'autant plus que cette fois-ci, ils ont annoncé avoir la complicité du groupe Sabaton. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a le jeu de duel de samouraï où tout se règle en un seul coup, là, Clash. Oui. Mais ça, c'est mes meilleurs feelings de dive kick. Je sais pas si les gens connaissent dive kick, mais c'était un jeu de combat lequel tout se réglait en un seul dive kick. Dive kick. Il est très beau celui-là, le Clash. Oui. Ah, pas dive kick? Non, le Clash, très beau. Dive kick est formidable, mais il a ses propres qualités. Podcast sur dive kick. Allez, c'est parti. Non, pour le mois d'août. sérieusement, et pareil, je fais partie des gens qui attendent, qui attendent avec une impatience non dissimulée Dordogne. Mais un jour peut-être,
Je n'ose. À chaque fois que je vois des images de ce jeu, je me dis, tu sais quand que ça sort. Oui, Et c'est très joli. j'ai découvert aujourd'hui que Dordogne bénéficiait de financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Je sais pas C'est si chez nous, ça. C'est chez nous. c'est chez nous, ça. C'est la maison, ça. C'est chez nous. Non, mais plus sérieusement, si je ne devais choisir qu'un seul jeu basé sur sa direction artistique, dans ce stream, je prendrais Dordogne. Tant je trouve vraiment les illustrations magnifiques, le chara-design très très beau, le concept très poétique. C'est quelque chose qui prend pleinement sur moi, mais c'est sans doute parce que ça raconte l'histoire d'une femme qui a la trentaine, qui revient dans la maison de sa grand-mère décédée, mais en tant qu'adulte qui va pas tarder à atteindre la trentaine. Oh là là. Bon, écoute, si veulent... Catharsis, tout ça. Ouais, je pense. Enfin, du coup, moi, ma grand-mère, elle a pas de maison en Dordogne, mais... Elle est pas en Dordogne du tout. Ben non, puis je pense pas qu'elle aurait laissé d'énigmes, enfin, je crois pas. Et pourquoi pas? C'est peut-être son truc. Les énigmes? Ouais, t'en sais rien. Ça se trouve, c'est un secret caché, tu sais. Ah ouais. Bah enfin après moi je connais pas de secret public, tu sais. Ah, Bref, c'est vrai. c'était Ok. j'ai fait mon petit tour. Je me laisse de l'espace pour Decarnation éventuellement, mais j'y vais de manière un petit peu frileuse. J'attends. Oui, je comprends. Bah écoute, moi, j'ai noté The Explorator comme mage, je vais pas en reparler. Decarnation, pourquoi pas. Danghost, d'ailleurs, aussi, que j'ai revu, parce que j'en avais jamais reparlé, mais bah non, parce qu'en fait, on était en pause de podcast, c'était la pause estivale. Pendant le Bordeaux Geek Festival, j'ai eu l'occasion de jouer au jeu qui était en démonstration, et notamment présenté par les développeurs du jeu qui étaient là, et j'ai pu jouer un petit peu et tout. Et c'est un jeu de puzzle à la Puyo Puyo / Tetris, etc. Mais en versus jusqu'à 4, qui est Ah, vachement bien foutu. Et je vous avoue que je l'attends un peu parce que ça peut faire des petites soirées à 4 en vrai qui peuvent mais être c'est parfait. vachement sympathiques ce Dangos là. Là, tu me dis soirée jeux vidéo, moi je dis oui. T'as 12 personnages avec des pouvoirs particuliers qui ont un impact sur les petits fantômes qui descendent de l'écran, etc. Non, je vous invite à vous renseigner sur Dangos parce que franchement c'est plutôt pas mal. J'ai noté le remaster / remake de Little Big Adventure. Alors Little Big Adventure c'est un jeu, c'est vieux, hein. Oula. oui. Oui, C'est très, très vieux. c'était une licence qui était techniquement morte. Et ça revient. Je l'ai noté juste parce que Je crois que j'étais pas encore née, hein. je sais pas, enfin, j'ai pas de contre-exemple, mais c'est comme si Another World revenait, mais en 3D, tu vois. Ce serait chaud, quoi. Ou ce serait comme, moi je sais pas, si Analog annonçait par exemple la duo FPGA qui te permettrait de jouer à des jeux PC Engine. Quoi? Ils l'ont fait? Incroyable. Waouh, il a réussi à mettre une deuxième news dans Dans la news. dans la Bien news. joué. Non, Merci. mais Little Big Adventure, effectivement. Alors, on avait eu un portage Android et iOS en 2014, mais oui, c'est vraiment du gaming des années 90. Donc j'attends de voir. Je vois un jeu dans ta liste qui m'intéresse beaucoup aussi. J'ai vu Blooming Business, un jeu de gestion avec des animaux mignons, mais ils doivent gérer un casino. Waouh. Et je me suis dit, il n'y a pas beaucoup des jeux qui peuvent gérer des casinos. Et s'ils mettent en place un système un petit peu mafieux, parce que les casinos c'est toujours un peu Un peu. borderline sur la brèche, c'est toujours un petit peu gris le business des casinos. Mais s'il y a des petits animaux mafieux qui viennent tabasser d'autres petits animaux, Avec leur petit chapeau de mafio, c'est ça? Moi, Coups de tournevis dans les angles morts des caméras. moi je prends. Hein, Non, mais j'ai vu le gameplay, c'est grave. Oui, c'est Quand il va sortir, on va y aller. Ah, hein. mais moi ça tape dans tout ce qu'il faut là pour moi. Très intéressé par Dark Hours, pas pour ce qu'il avait à montrer spécifiquement, mais parce qu'il m'a rappelé Amnesia, parce que c'est fondamentalement un jeu d'horreur et de résolution d'énigmes comme Amnesia, sauf que t'es dans une baraque, il y a des horloges qui font TikTok et des ombres qui font peur, donc pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et enfin, je l'ai retenu, mais parce que j'ai des PTSD, voilà, je tiens à vous en parler maintenant qu'on est tous ensemble réunis, je vous ouvre mon cœur. The Last Moon, qui a été dans mon esprit une dégringolade dans mes attentes, parce que je trouvais ça très mignon, je me suis dit oh mais c'est pas mal tout ça, c'est que ça ressemble, il cite Secret of Mana, oh là là, c'est plutôt bien. Puis après il a dit ah mais vous allez voir, ça ressemble beaucoup à des Metroidvania parce que le monde il est construit. Puis là d'un coup je me dis
Ah, encore un Metroidvania? Très bien, mais c'est toujours un peu Secret of Mana. Oui, vous verrez. Il y a un peu de Dark Souls, du coup. Est-ce que tu vas le dire? Il y a une gestion de la difficulté parce que nous pensons que la mort fait partie de l'expérience. Ah. Pourquoi vous faites ça? Et Last Moon, en fait, c'est unique, mais sans le manuel. C'est la Dark D'accord. Soulsification des lois du marché. Voilà, c'est complètement ça. Et moi, quand j'ai fait ce rapprochement-là, la DA est trop belle. Moi, j'aime beaucoup à quoi ressemble Last Moon, mais moi, Tunic, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois. Le manuel, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le jeu. Le gameplay, je le trouve à chier et je préfère le dire. Voilà, vous êtes à peu près au courant de ce que je pense là-dessus. Je trouve le gameplay de Tunic vraiment pété, mais ça n'engage que moi. Et que c'est vrai que c'est une idée de génie d'avoir foutu le manuel. J'aurais préféré qu'il y ait que le manuel, pour être honnête, sans bagarre. Mais ça, encore une fois, c'est qu'une hot tech. Maintenant, si tu m'enlèves le manuel et qu'il n'y a plus que la bagarre, bon, désolé, mais tu m'intéresses pas. C'est pas contre toi, hein, c'est juste moi. On n'est pas fait pour être ensemble. Waouh. Voilà. Bon, on a fait notre petit tour. Je sais pas si t'as vu la Moon, Victor, toi, qui aussi partage peut-être une forme de PTSD de Tunic avec moi. Justement, c'était tellement grand que mentalement, il y a eu un barrage qui a été fait. Tu as refusé le jeu. J'y ai joué Day One, donc je savais dans quel état j'étais. Voilà, hein, on vous voit ceux qui sont arrivés après, hein, qui ont eu droit aux versions un peu améliorées, mais... Oui, notamment moi, hein, mais même moi, enfin, je veux dire, oui, voilà. c'était pas intéressant. Il y a pas d'entre-deux, quoi. C'est ça qui est terrible. Enfin, bref. Alors moi, je me suis fait casser la gueule, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'en suis sorti, j'avais des bleus. Hein. Bref, on passe à la news qui suit. On passe à la news qui suit. Ce qui suit, c'est rebondissement dans l'épisode Microsoft essaye de racheter Activision Blizzard. Encore. On a l'Europe, la Commission européenne qui a dit ouais non mais nous c'est bon, pas de problème, Microsoft vous pouvez racheter Activision. Franchement, no arnaque, ça me semble legit vos histoires. Feu vert. Alors je vous cite un petit peu ce qui est marqué, hein, ces engagements. Donc il parle des engagements de Microsoft vis-à-vis du fait de pouvoir livrer les jeux pendant 10 ans sur toutes les consoles, etc. Ou sur le fait que ça n'aurait pas d'impact proprement parlé, contrairement à ce qu'elle peut dire la commission britannique sur le cloud gaming, parce que ça leur faisait un petit peu peur. Ces engagements remédient pleinement aux problèmes de concurrence soulevés par la commission et représentent une nette amélioration pour le streaming de jeux en nuage, cloud, hein, c'est la commission européenne, hein, que voulez-vous. Ouais. Par rapport à la situation actuelle, ils permettront à des millions de consommateurs de l'espace économique européen de diffuser en streaming les jeux d'Activision en utilisant n'importe quel service de jeu en nuage dans l'espace économique européen, à condition que ces jeux soient achetés sur une boutique en ligne ou soient inclus dans un abonnement multijeux actif dans l'espace économique européen. La Commission européenne a demandé à Microsoft d'accorder automatiquement des licences aux services de jeux en nuage concurrents concernant les jeux populaires d'Activision Blizzard. Cette mesure s'appliquera à l'échelle mondiale et permettra à des millions de consommateurs dans le monde entier de jouer à ces jeux sur l'appareil de leur choix, avec un petit erratum pour préciser que, fondamentalement, vu la position dominante de Sony, ce rachat ne devrait pas les ébranler outre mesure dans leur plan futur, contrairement à ce que Sony pourrait dire. Donc la CMA a réaffirmé sa position entre-temps sur Twitter, hein, donc la cour britannique, pour dire que les propositions de Microsoft acceptées aujourd'hui par la Commission européenne lui permettraient de fixer les conditions de ce marché pour les 10 prochaines années. Elle remplacerait un marché libre, ouvert et concurrentiel par un marché soumis à une réglementation permanente des jeux que Microsoft vend, des plateformes auxquelles elle les vend et des conditions de vente. Bien que nous reconnaissions et respections le fait que la Commission européenne ait le droit d'adopter un point de vue différent, la CMA s'en tient à sa décision. Alors, je sais pas si ça mérite d'être commenté outre mesure, mais bon... Moi, la première remarque qui me vient, et je suis navré d'être un collègue de podcast aussi lamentable, je tiens à m'attarder sur cette traduction de dans le nuage. C'est absolument tout ce qu'il a retenu. C'est non, mais je propose le terme de gaming nuagique. Tu vois. Oh. Oh bah attends. Alors, attends, non, moi le gaming. Le jeu dans le nuage, le jeu nuagique. Et divertissement vidéoludique du nuage. Oh putain, c'est compliqué.
Le Ouais. jeu vidéo nuagique, tu vois. Voilà, c'est mieux, le jeu vidéo nuagique. Et ouais, très bien, bah va pour ça. On a Nuageux. le chenille de donjon, je vois pas pourquoi Ouais. on n'aurait pas le jeu vidéo nuagique. Le jeu vidéo Oui. nuagique, voilà, parfait. Très bien. Parfait. On impose les termes. On reste Bah, dessus, écoute- on garde ça. On bouge plus. Moi, ce que j'ai vu dans cet article-là, sinon, c'est qu'ils invoquent le fameux Sony vend plus de PlayStation que Microsoft vend de Xbox. Et que genre, pour une Xbox vendue, il y en a 3 ou 4 de PlayStation. Et que grosso modo, qu'on le veuille ou pas, Microsoft a tout intérêt de continuer à vendre les jeux d'Activision chez Sony. Parce que sinon, tout simplement, personne ne les achètera sinon. Ouais, mais je trouve que là, pour le coup, la Commission européenne, elle est tombée un peu dans le piège tendu par le narratif de Microsoft. Ouais. Ces 12 derniers mois qui consistent à se minimiser de ouf parce que bon, Oui, on est on le sait pauvre qu'ils veulent vendre du Game Microsoft, Pass, qui sommes-nous voilà. dans le jeu vidéo, on n'est rien. c'est On est juste une des plus grosses entreprises du monde. ils vendent pas de consoles, mais des abonnés sur le Game Pass, ils en ont plein, et c'est ça qui est censé leur rapporter beaucoup d'argent. Et la guerre, entre guillemets, le nerf de la guerre là-dedans, il est pas tant sur savoir si Call of Duty sera sur Xbox que Call of Duty sera sur le Game Pass. Oui, parce que le Game Pass, c'est pas que sur la Xbox, c'est sur le PC aussi, donc il faut pas déconner. Et si Microsoft pouvait mettre du Game Pass partout, il mettrait du Game Pass partout. C'est d'ailleurs ce qu'il essaye de faire. Il y a Sur du Game Switch. Pass sur les télés, oui, Et notamment. c'est ce qu'ils vont faire. Hein, Il y a je crois. déjà du... Non, c'est pas... Mais c'est pas ce qu'ils ont rien. promis, grosso modo, qu'ils vont mettre tous les Call of et tout. Oui, sur bah alors Switch, déjà j'attends de voir. Hein, Bonne Oui, chance. bonne chance. Mais il y a déjà des Game Pass sur les télé Samsung, tu vois, par exemple, qui sont accessibles, etc. Donc, bon, intégrés, ouais. à voir comment ça évolue. Bon, encore une Donc, fois, les États-Unis, du coup. Ouais, il manque les États-Unis. Bon, je pense que c'est bien parti pour que ce soit un Mais les rachat. États-Unis, normalement, ils étaient pas d'accord. Hein. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'on Ouais, avait ils dit. étaient- Ils étaient perplexes, mais bon, je Il n'y a pense pas eu de que- décision finale, quoi. Mais c'était Ouais. leur commission qui était prête à engager des procès, justement, Ouais. pour bloquer tout ça. À voir ce que ça donne. Hein. Pour le moment, c'est juste un rebondissement parmi tant d'autres. Oh, rebondissement, je sais pas, mais évolution de la situation. Finalement, ce Oui, feuilleton, là- Ce feuilleton nous occupe et moi je vous avoue que plus ça va et plus moi ça commence à me gonfler le narratif de Microsoft qui se diminue, donc je préfère éviter de m'attarder trop longtemps là-dessus parce que sinon après je m'énerve et je dis des Après, trucs qui dépassent ma pensée. le problème, c'est que les deux narratifs se diminuent. Hein. Les deux narratifs sont à Je suis chier. désolé, enfin, mais PlayStation qui se diminue aussi, c'est l'un des plus gros trucs que j'ai jamais vu. Hein. Oh les gars, vous vous rendez compte, si on a plus Call of, ça va être la mort. Mais Ah, ça se défend, tu vois. Ah, je sais pas, vraiment. Moi, quand je pense PlayStation, je pense pas Call of, hein. Je pense God of Mais War. je pense à arrête ça. de prendre ton exemple à toi. Mais oui, monsieur. mais non, mais Si je peux aujourd'hui, pas dire que mon Non, exemple mais ne compte pas, tu vois. Et ton exemple compte, mais il est très minime par rapport à l'essentiel des gens qui achètent PlayStation aujourd'hui. Les gens qui achètent PlayStation juste pour jouer à FIFA et Call of sont nettement plus majoritaires que toi qui coûte un petit peu à tout, tu vois. Je suis là, je mange dans toutes les petites assiettes Bah oui, avec mais ma petite fourchette. je fais, c'est complètement ça. Enfin, je veux dire, y a rien de déconnant à ce que je te dise que des gens qui achètent une PS5 juste pour jouer à Call of, bah en fait c'est l'immense majorité des gamers. Les gamers casual en tout cas, ceux qui achètent que juste un jeu tous les ans, ils achètent que Call of. Donc évidemment que je pense que y a des chiffres qui nous dépassent dans le lot et que Call of Duty a un impact relativement important. sinon, concernant la commission américaine, j'ai une petite précision. Ils ont effectivement tenté un procès, mais on a des informations plus précises que ça. La première audience concernant ce procès-là est attendue pour le 2 août. Mhm. Et donc, vous pouvez vous détendre un peu niveau le feuilleton Microsoft, parce que tant qu'il n'y aura pas de décision américaine là-dessus, il n'y aura pas de rachat validé. Et première audience de août, ça veut pas dire que la réponse sera donnée en mois d'août, en fait. Donc, on en a pour des mois et des mois d'attente. On aura des tendances qui seront données et je trouve qu'on a déjà trop commenté cette news. On passe à la suite. C'est parti. Let's go. La suite donc, je pense que ce sera assez rapide. On a eu des petits bilans supplémentaires de sociétés, notamment Capcom qui réalise un nouveau record de bénéfices. Hein. Bravo Capcom. Bravo. Je pense que Étagère et moi sommes très heureux de voir Capcom Capcom. à son prime. Ah, moi C'est aussi. littéralement son prime. Oui. Toi aussi. Monster Hunter, mon gars, j'en C'est peux vrai. plus, moi. S'ils pouvaient faire que ça, Oui, alors si Ah vous pouvez ouais. faire que ça voudrait dire qu'on revient dans les années 2000. Si je peux me permettre. ah, bah écoute, je suis pas contre. Bah oui, on en a parlé la semaine dernière, que c'était leur meilleure année depuis toute leur existence. Donc là, on a des chiffres, c'est ça?
C'est ça, oui, notamment sur le chiffre d'affaires de 850 millions d'euros et bénéfice opérationnel de 343. Hein. C'est On cool. n'a pas dans le Pour détail, eux, c'est très bien, etc.. bravo. Mais ça, on en avait parlé, hein, on en a eu des supplémentaires. Mais le point qui est le plus intéressant pour nous aujourd'hui, et c'est ce pourquoi on va en reparler, c'est qu'on a eu les chiffres de roulement de tambour, s'il vous plaît. La France. Ubisoft. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Et, alors comment Ubisoft c'est quoi, Iconoclast c'est quoi l'inverse d'un Prime? Un don. Une chute? Un Ah méga ben, truc. Les abîmes? Folle, je sais pas. Ah oui, là, oui, c'est les abîmes. C'est les abysses d'Ubisoft, on va dire. C'est la pire perte de toute son histoire pour l'année fiscale qui vient de se terminer, avec un chiffre d'affaires de 1,814 milliard d'euros. 1,814 milliard d'euros, oui, c'est ça. C'est un chiffre d'affaires. Ce qu'il faut regarder, c'est les pertes, parce que là, du coup, il n'y a pas de bénéfice. Hein. On a une perte opérationnelle de 585 millions d'euros pour des pertes nettes de 494 millions d'euros. C'est pas bien. Ça Quand fait- je vous dis qu'il n'y a jamais eu pire, c'est-à-dire qu'il y Les a, millions, c'est beaucoup quand même. Hein. il y a déjà eu des pertes opérationnelles qui frôlaient les 100 millions, voire même qui étaient carrément aux 100 millions. On pense notamment à Ce qui peut arriver en soi, ça. qui peut arriver hein, à 2013-2014 notamment, des moins 60 millions autour de 2019-2020 aussi. Mais là, on parle de presque un demi-milliard quand même de pertes. Alors, j'ai regardé, je crois qu'il coûte 7 milliards Ubisoft. Donc ouais, ça commence à piquer. Alors attends, il coûtait 7 milliards en 2020-2019, donc Ça commence à se voir et ça commence à se ressentir dans la mesure où il y a eu des licenciements en masse qui ont été faits hein, chez Ubisoft. On est en dessous de la barre des 20 000 employés quand jusque-là ils étaient 20 665 l'année dernière. Donc il y a eu presque 1000 licenciements qui ont été effectués sur cette année. C'est pas rien, hein, 1000 licenciements pour Ubisoft. Et qui est finalement la conséquence d'un Ubisoft qui ne va pas bien du tout, que ce soit en termes de social en interne, avec tous les problèmes qui ont déjà été soulevés sur ce podcast et qu'on va pas retracer, hein, vous les connaissez aussi, hein, harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc., boys club, machin chose, mais aussi la conséquence du fait qu'il y a... vous pouvez me citer un jeu Ubisoft qui est sorti cette année, l'année dernière? Je sais pas, frérot. Tu sais, je mets mes billes. Il y a un Far Cry qui est sorti à peu près. Moi, j'aurais dit un Assassin's Creed. Le 6, ouais. Bah, pas du tout, hein. Far Cry 6, il est pas sorti l'année dernière? Si, 2021. Il a 15 balles actuellement si vous voulez sur Steam. Far Cry 6, ouais, non, il Je commence crois à... que c'est le dernier jeu. Attends, mais Far Cry 6, je suis quasiment sûr d'avoir vu Jean-Baptiste Chaud faire une review sur une IA, avec une IA, un truc en genre, et ça nous avait beaucoup fait marrer. C'était il y a pas si longtemps que ça, si. On en a même fait une petite review sur Singe Pourpre. De Far Cry 6, non. Ouais, Non, c'est ça, non. c'est 7 octobre 2021. Bah si, Oh, on en a parlé. Tard. On n'a pas pas parlé de parlé Far de Cry Far Cry 6, 6. Elena. On a parlé d'un sujet lié à Far Cry 6. Ah oui, bien sûr, on a parlé d'un sujet, mais on n'a pas fait un test dessus, Elena. Il y avait qu'une personne qui était prête à se mouiller pour le jeu, c'était moi. Oui, et j'ai pas touché. Hein, genre il, a vraiment... pas, il a pas osé. Ah, mais ça fait longtemps en vrai que j'ai pas touché. Hein, Écoutez... Bon, il est sorti en 2021. Non, initial. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Elena. En même temps, la fois que j'ai acheté un jeu Ubisoft, ils ont fermé tous les services 6 mois plus tard. Donc Watch Dogs Legion. Ouais, je dirais conséquence un peu de la catastrophe, de la débâcle. On rappellera, il y a eu 7 jeux annulés d'Ubisoft sur l'année 2022. Ils arrivent pas à annuler. Ouais, volonté de se refocus sur des IP fortes avec un retour aux sources d'Assassin's Creed dont on devrait voir normalement le jour au courant de l'année, mais dont on n'a pas vraiment de nouvelles. Skull and Bones qui a été repoussé Ouais. encore une fois. C'est le jeu qu'ils arrivent pas à annuler celui-là parce qu'on y revient toujours. Je suis Alors, pas sûr qu'il va... au début, je croyais que tu parlais de Beyond Good and Evil 2, mais oui, non, mais celui-là, c'est l'autre jeu qu'ils veulent pas annuler. Parce qu'il y en a un qu'ils arrivent pas, c'est Skull and Bones, et il y en a un qu'ils ne veulent pas, c'est Beyond Good and Evil 2. Ouais, voilà, Oui, c'est c'est-à-dire ça. que Voilà, ça- vraiment. Pour l'instant, Skull and Bones, je sais pas s'il a coûté le PIB d'un petit pays. Oui, bah c'est à peu près le cas, je pense. Au vu du pays qui héberge le studio qui s'en occupe, ouais, je pense qu'il va sortir, mais oh là, ça va être quelque chose. Hein. Du coup, Ah je oui, sais pas si- non, mais ça va être spectaculaire. je sais pas s'il y a des gens qui travaillent chez Ubisoft qui nous écoutent. Statistiquement, il devrait y en avoir un ou deux peut-être. Ouais. Bon courage à vous parce que c'est Force. pas une période très marrante hein, que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et vu l'entêtement de Yves Guillemot à maintenir et à camper ses positions,
Est-ce que pas d'évoluer dans le bon sens, hein. On rappellera les mots malheureux d'Yves Guillemot pour son message de fin d'année, en mode bon bah cette année va falloir bosser, la balle est dans votre camp, qui ont conduit à une grève d'ailleurs. La balle est dans votre camp. Tu sais, le mec, il a incendié le village. Il fait voilà, cette année, on va se retroucher les manches, hein, parce que j'ai foutu le feu. C'est pas comme ça qu'on va redorer le blason d'Ubisoft, les gars. Hein. Il chie sur tout et après il explique aux gens qu'il faut qu'ils bossent. Mais mon Dieu, quoi. Non, c'est terrible. Hein. C'est terrible pour Ubisoft. Et après, je continue de me dire que la seule chose qui les sauve du rachat, c'est qu'il y a 2 géants qui essaient de se faire passer pour mon rang actuellement. Parce que si Microsoft ou PlayStation passaient dans le coin et qu'ils n'étaient pas dans cette bagarre autour d'Activision, je suis sûr qu'il y aurait des chèques qui seraient signés là, parce que ils sont pas à leur prime. Hein. Et là, on le voit nulle part. Nintendo rachète Ubisoft. Nintendo rachète Ubisoft avec la musique qui se lance, c'est l'intro de catch, tu vois. Pour faire des lapins crétins. Bah tu sais, juste pour racheter la licence Lapin Crétin pour pouvoir continuer à faire les jeux là. Ça serait vraiment, c'est tellement point étagère, tu vois, que genre, vraiment j'en voudrais, tu vois. Genre, non mais c'est menaçant, ça. Il y a l'aura, la musique de Jojo se lance là, le tin 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 tin. Mec, t'as Mario qui arrive en position de Jojo, tu vois. Avant que vous preniez le mot pour des vrais, on rappelle, on est en train de déconner, hein, on est en train de raconter des conneries. Nintendo va pas racheter Ubisoft. Oui, on troll. Il est 23h25. On commence à fatiguer. Non mais regarde, on peut faire plus gros. Sega rachète Ubisoft. Oh. Et se fait racheter par Microsoft l'année prochaine. Non, par Nintendo. Mais ouais, du coup, force à tous ceux qui travaillent sur Ubisoft, force aux partenaires d'Ubisoft, force à tout le monde. Force à ceux qui ont quitté Ubisoft et qui sont lancés en indé. Et merci de vous être lancés en indé parce que ça fait plaisir. Je suis désolé. Mais encore une fois, dès que quelqu'un quitte Ubisoft, un beau jeu apparaît. Ça, c'est bien. C'est une théorie, hein. J'en suis convaincu. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est Maj va peut-être nous en parler viteuf. C'est moi. Il y a eu un truc avec le PVE de Overwatch 2. Tu peux nous expliquer? Tu veux que je te parle du PVE d'Overwatch 2? Ouais. Et là, alors écoute-moi bien, mon bel Ico. Faut savoir qu'Overwatch 2 a toujours été un peu l'objectif PVE de la franchise Overwatch. Toujours. Overwatch 1 est sorti il y a un petit moment et depuis le début, ça avait été annoncé. Voilà, vous allez voir, Overwatch 2 va être axé PVE. C'est une catastrophe à la sortie, je me souviens. Ça a été mis en avant. Il y a énormément de contenu qui a été mis sur Overwatch 1 qui d'ailleurs a un peu, on va dire, emboîté le pas à ce contenu PVE. C'était les events. Il y avait énormément d'events PVE sur Overwatch 1 qui avait vraiment plu. Hein. Et petit à petit, hein, vous savez comment ça a fini. Hein. Overwatch 2 est sorti. Finalement, il est free-to-play. Ils ont fermé Overwatch 1. Ils ont forcé tous les joueurs à migrer sur un jeu qui était radicalement différent, étant donné qu'on passait sur un nouveau format. C'était plus du, je crois que, ça fait longtemps que j'ai plus joué à Overwatch, excusez-moi, hein. À l'époque c'était 6 joueurs, enfin tu vois c'était 6v6, et ils sont passés sur du 5v5. C'est pas 5v5 qui est passé 4v4? Je sais plus du tout, je suis désolé. Oh, j'ai eu un joueur en moins. J'ai énormément d'heures sur Overwatch, mais j'ai oublié, hein. Voilà, ça arrive. Ah oui, c'est vraiment, c'est amitié terminée. Ah non, mais pour vous dire à quel point j'ai tourné la page, et de toute façon ça fait très longtemps que j'ai tourné la page Overwatch, hein. Je veux dire, quiconque a joué à Overwatch n'a vu, enfin, je veux dire, le navire coulait petit à petit, hein, c'était un crève-cœur. Et finalement, on y est. Hein, quand Overwatch 2 est sorti, ils ont dit, vous inquiétez pas, le PvE, on va le sortir. Ça arrivera, tranquille, patience. Va falloir bien patienter puisque le PvE n'est plus à l'ordre du jour. C'est aussi simple que ça. Aux dernières nouvelles, le PvE n'est plus à l'ordre du jour. Finalement, Overwatch, ça serait surtout un jeu PVP, et je crois qu'on est bientôt à la saison 6, saison 7, je crois, d'Overwatch 2. Déjà? Donc ouais, pour vous dire, ça fait un moment que Overwatch 2 est un... Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils avaient annoncé que le PVE, ce serait le point central de cet Overwatch 2. Oui, c'était censé être le truc de base. Alors je me suis trompé, excusez-moi, on n'est pas à la saison 5, 6, c'est des trucs qui ont été teased. Mais oui, c'était censé être le truc central, et le PVP, en vrai, moi, aux dernières nouvelles, quand je parlais d'Overwatch 2, c'était pas du tout du PVP. Hein. Donc là, on se retrouve avec un jeu finalement qui a tué Overwatch 1 au sens propre du terme, et parce que Overwatch 1 n'existe plus, un jeu qui a été payé, hein, je vous rappelle, parce qu'il était payant à l'époque. Et on se retrouve avec. Oui, je me souviens avoir acheté Overwatch, oui. Ouais, je me souviens aussi, et je me souviens ne plus y avoir accès du coup, hein, pour être forcé à jouer à Overwatch 2.
qui n'est qu'un Overwatch 1 bis pour de vrai là pour le coup, et en plus qui n'aura pas de format PvE prévu, hein, parce que là ça y est, hein, enfin le truc qu'on avait vu venir, et c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose qui va choquer, je pense, la communauté d'Overwatch, on le savait, c'était évident depuis le départ. Jeff Kaplan est parti, je crois en 2021 si je me trompe pas. Jeff Kaplan. J'ai vraiment cru que tu allais dire Jeff Kaplan est parti en enfer. Ah non, il n'est pas parti en enfer. Protéger Jeff Kaplan, c'est important. Mais à partir du moment où Jeff Kaplan est parti, c'était évident qu'il y avait un problème avec ce projet, parce que c'était lui qui portait le truc, c'était lui qui portait le truc PvE et qui avait vraiment envie d'en faire quelque chose de PvE. Et enfin, je veux dire, quand le mec qui gère le bazar se barre du jour au lendemain entre guillemets, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Surtout qu'il est resté avec Overwatch malgré tous les déboires qu'il y avait, parce que bon, allez, ça a pas été qu'un long fleuve tranquille, Overwatch, mine de rien. Mais ouais, bah écoutez, si vous attendez du PvE, bah continuez d'attendre, hein, parce que il risque pas d'y en avoir. Ouais, non, pour moi, depuis tout à l'heure, je mets vraiment tout en mode, tu sais, je laisse un suspens, mais pour moi, il y en aura pas. Si j'ai bien compris, en fait, non contents, en plus d'avoir retiré le PvE, ils ont retiré ils ont retiré du projet tous les éléments qui attrayaient au PvE, donc l'arbre de talent et comment ça s'appelle, et la mastery. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça avait été tease, mec. Ça avait été tease, hein. Tu peux retrouver je sais plus, c'était à BlizzCon, entre en genre, mais ils avaient montré des skills, ils avaient montré des extraits, enfin, de comment c'était censé fonctionner, etc. Ça avait l'air exceptionnel. Bon, on y est. Ils ont transformé leur jeu, c'était ce qu'ils voulaient faire depuis le début, en putain de free-to-play. Ne cherchez pas, hein. Je veux pas dire qu'Overwatch est mort, parce que ça va me faire, t'es un enculé. Peut-être. Je suis peut-être un enculé, mais je veux dire, on a tous donné un peu beaucoup de temps à ce jeu. Ça fait très longtemps qu'on attendait Overwatch 2. Il était bien, enfin, il est toujours bien Overwatch 2. Hein. Tu t'amuses dessus, mais on est loin de ce qui était prévu. Et c'était pas ça le plan de base. Hein. Le plan de base, c'était Overwatch 1 reste, et Overwatch 2, c'était le versant PvE, tu vois. Mais c'est terrible parce que là il y a une blague qui me vient, mais c'est plus comme un coup de katana dans le projet. Mais Oui. est-ce que tu m'entends? T'entends? Je pense que le vrai Overwatch 2, c'est les loot box qu'on a ouverts sur le chemin. Bah ouais, c'est le problème, c'est qu'elles n'existent plus, ces loot box. Putain que j'en ai ouvert des lootbox. Hein. Elles ont été supprimées avec l'arrivée d'Overwatch 2. Ouais, du coup, les lootbox sur le chemin n'existent plus non plus. Ouais, mais en vrai, mec, alors j'ai encore la plupart de mes skins, etc. Mais oh là là, je ne garderai qu'un très bon souvenir d'Overwatch 1. Comme un très bon revival de ma période, tu sais, un peu tryharder des FPS, entre guillemets, comme j'avais pu le connaître avec Counter-Strike, etc. Mais c'est pas du tout le même genre de jeu. Plus Team Fortress. Mais non, là c'est. Enfin, moi je suis désolé, c'est finito. Hein. Alors je suis plus trop en contact avec les personnes avec qui je jouais à l'époque, mais j'imagine mal quelqu'un ayant connu Overwatch 1 à son prime se dire ok, là c'est cool ce qui se passe. Je pense qu'il y a que des déceptions. Hein. Bon, je sais que le PE ça intéressait pas tout le monde. Hein. Bien sûr. Je serais curieux de voir ce qu'en pense AlphaCast notamment, qui a lancé sa carrière via Overwatch et tout. Alors je regarde surtout pas des trucs Warhammer en ce moment, mais donc, je crois qu'il s'en fout. Bah, il s'est lancé sur autre chose et tant mieux. Hein, il a bien fait parce que peut-être il l'a vu venir aussi parce que je sais qu'il était très proche de tout ce qui était Overwatch. Il s'est déjà déplacé, il avait déjà rencontré des membres de l'équipe et je sais pas du tout ce qu'il en pense, parce que même moi, tu vois, même avoir l'avis de quelqu'un qui gère sur le sujet m'intéressait pas parce que tellement c'était finito, tu vois. Je veux dire, c'est une full déception, c'est une pépite, un truc exceptionnel qui aurait pu être fait, qui finalement est tombé dans les limbes et il continuera de tomber. Si vous aimez actuellement Overwatch, tant mieux, kiffez. C'est un super jeu, hein, les persos sont trop bien. Il y a tout un lore autour qui est génial aussi, hein. Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Le PvE aurait pu me faire revenir. Là, moi, c'est finito. C'est finito. Ok, bah merci beaucoup, Mage. On va passer à l'Ultime News. L'Ultime News qui risque d'être très courte, mais Étagère tenait à nous en parler. Oui. Étagère, on t'écoute.
Peut-être que les rachats sont votre saga de l'été. Peut-être que cette guerre entre Microsoft et Sony est votre saga de l'été. Mais moi, ma saga de l'été, c'est un récit discret. C'est celle des fonds de l'Arabie Saoudite qui utilisent de l'argent public et qui diversifient ses actifs en acquérant des parts dans des grandes entreprises de jeux vidéo. Et ben, vous serez bien content de savoir que l'Arabie Saoudite a augmenté ses parts dans Electronic Arts de 50% et possède maintenant un truc comme 9% d'Electronic Arts. Et je comprends pas comment on peut laisser un pays avoir des parts dans des... Ouais, ça me fait bizarre. Hein. Non, mais les sociétés qui ne sont pas basées dans ces pays-là, tu veux dire? Mais oui, qu'un pays sur lequel la nationalisation, c'est un concept, je comprends, il y a pas de problème. Oui, mais qu'un autre pays, tu vois, achète, je sais pas, ça me gêne. Mais moi, ça soulève plusieurs. J'ai plusieurs questions, mais à chaque fois que ça arrive, ça soulève de nouvelles questions. Là, effectivement, nous rapporte le site VigiCharts, c'est le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite, sur laquelle c'est le prince Mohammed bin Salman qui a un droit, en fait. Et les princes, les finances publiques, Electronic Arts, je crois qu'on pourrait en faire un haïku. Oui, c'est possible. je sais qu'ils ont aussi renforcé leurs actifs dans Nintendo, notamment, qui possèdent beaucoup Nintendo. Mais moi, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça fait bizarre et ça risque peut-être de poser des questions en termes de droit international, peut-être sur de l'ingérence à un certain niveau, je sais pas. Bah c'est surtout que techniquement, s'il possède une part d'une société de jeux vidéo, à la fin, cette société de jeux vidéo est censée rendre les comptes à l'Arabie Saoudite. Et s'il y a des utilisations de données dans des free-to-play, comme pourrait le faire par exemple un pays comme, pas un pays, comme pourrait le faire par exemple une société comme Electronic Arts avec tous ces accords que tu signes, etc. Et c'est problématique en soi qu'ils les transmettent aux États-Unis, hein. On va pas se mentir. Oui, non, mais c'est le délire à quelle sauce tu vas être mangé, tu vois. Si tu peux éviter d'être mangé en multisauce. Oui, voilà. si je pouvais éviter que mes données partent aussi ailleurs qu'aux États-Unis. Voilà, ça serait exceptionnel que les données ne partent pas aux quatre coins du globe. Juste un endroit, c'est déjà chiant. Je veux dire, ouais, là, c'est de base, c'est déjà douteux hein, quand les données sont détournées de. Après, la logique derrière tout ça, c'est surtout que l'Arabie Saoudite est en train de réfléchir à sa transition économique dans la mesure où c'est un pays pétrolier. C'est un pays pétrolier et que je sais pas si vous savez, le pétrole c'est pas éternel. J'ai vu un exposé de troisième. Non mais je comprends l'intérêt, mais du coup l'autre question qui peut se poser, c'est à quel moment l'Arabie Saoudite va essayer d'imposer quelque chose dans la gestion interne de ces sociétés. Je pense pas qu'ils vont imposer quoi que ce soit en vrai. Parce que ça serait un coup à remettre en question leur participation et potentiellement se faire éjecter d'une manière ou d'une autre, tu vois. C'est possible, hein. Je suppose que c'est possible, donc je pense pas qu'ils. Pour moi, ils placent juste leur bille. Tu crois qu'une société privée peut éjecter tout en État? Je pense que, quand il y a un État qui peut potentiellement faire ingérence dans une société étrangère qui elle-même commence à se plaindre, je pense que il peut se passer un truc. Je pense que c'est le genre de questions qui vont se poser, je pense, il y aura un moment ou un autre. Je pense que ça va être une question politique qui va être saisie par les organismes des différents pays dans lesquels ces entreprises sont domiciliées. Il y aura des questions de droit international ou potentiellement des tensions qui risquent de naître de tout ça. Ouais, c'est grosso modo, si un jour Nintendo est pas content parce que l'Arabie Saoudite, c'est l'État du Japon qui va intervenir dans la bagarre, c'est ça? Il y aura pas une bagarre, grosso modo, tu vois. Non, mais oui, il y aura des discussions, je pense. Je pense qu'il y a surveillance et discussions. En tout cas, après, je suis pas un spécialiste de droit international. Et s'il y a des gens qui le sont, on compte sur vous pour nous aiguiller, parce qu'en vrai, c'est super intéressant comme sujet, je trouve. En fait, je l'avais pas vu venir, hein, pour être honnête. Tu sais, il y a beaucoup de dystopies qui sont faites sur les entreprises qui dominent le monde. Mais il y a jamais de dystopie sur l'entreprise utilisée comme un outil de droit international, quoi, ou comme un outil de pression de droit international. Si. Ça s'appelle Cyberpunk, ça s'appelle Arasaka, Non, Arasaka. C'est pas ça? Ah non, les sociétés dans Cyberpunk, ce sont des sociétés qui dirigent le monde. L'État est faible dans ce genre de dystopie-là. Et les sociétés elles sont liées au Japon et au folklore japonais, mais elles ne sont pas liées à l'État japonais. Je savais que c'était le côté US était un peu affaibli et que justement c'était plus la corpo qui était dans le. Mais je croyais qu'Arasaka c'était vraiment le Japon. Non, c'est pas le Japon, c'est une société japonaise. C'est comme si Nintendo dominait une partie des États-Unis, tu vois. Ok. C'est une nuance, quoi.
Non, mais c'est là, vous avez élevé le débat grâce à des idées intelligentes, mais quand c'est moi qui lance une news, vous vous doutez bien que ce que j'apporte, ma contribution, elle est toujours débile. Je veux dire, là, moi, Dis-nous. vraiment, tout ce que ça me rappelle, c'est que, mais c'est la même Arabie Saoudite qui avait acheté 33% de SNK et qui avait promis, qui dans un contrat stipulait qu'elle en achetait, je crois, 18% de plus, pour arriver à posséder 51% des SNK, ce qui veut dire que dans les possessions d'EA, il n'y a pas des choses comme Left 4 Dead par hasard. Non. Alors, il y a quoi comme licence d'EA? Dead Space. Bah, il y a Battlefield. Ouais, Battlefield. Imagine Battlefield, mais avec les personnages de King of Fighter. Et voilà, et c'est sur cette pensée-là que je vais vous quitter. Les Sims. C'était ce qu'il voulait placer depuis Non, le début, alors que nous étions en train de parler de droit international. Les Sims Metal Slug. Ça me fait marrer, c'est le pire, c'est ça. Oui, non, mais Ça me- vous êtes mignon avec le droit international, mais c'est un podcast jeux vidéo. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces news qui touchent à leur fin. Merci déjà à vous d'avoir tenu jusqu'à cette heure très tardive de 23h41. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci Elena. Oui, merci beaucoup. Merci Étagère. Oh, de rien. Et merci Mage. Et merci à vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast qui devrait se dérouler dans des conditions un peu plus standards cette fois-ci, normalement si tout va bien, avec un rendez-vous le jeudi matin pour nous et pas le mercredi soir. On vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Tchou.